Et est-ce que si tu le fais pas, c'est parce que tu as goûté à l'argent entre-temps? La formation, c'est beaucoup vraiment autour de moi et de ma petite personne, et ça me fatigue un petit peu. D'ailleurs, j'invite Donald Trump. Si jamais il veut venir sur Entre deux, c'est un plaisir. Pas moi. À tes frais, Si on prend le schéma classique dropshipping, création de site, formation SaaS. La plupart des formateurs que je connais, ils sont toujours formateurs depuis l'Antiquité. Et avec des tarifs à la minute. Ça, c'est lunaire pour moi. Ouais, ça, je suis pas fan non plus. Est-ce que tu as parfois l'impression, ou est-ce que tu te poses la question du moins, d'avoir le syndrome de l'objet brillant? Il y a de plus en plus de ponts entre la télé et ce qu'on pensait être l'avenir de la télé. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'est pile sauf ce que tout le monde avait prédit. Parce qu'en fait, tout le monde avait prédit que ce serait des ponts où YouTube, entre autres, viendrait à la télé. C'est majoritairement l'exact inverse qui se passe, c'est-à-dire que tous les boomers qu'on pensait faire disparaître avec des super productions sur YouTube se sont dit que les super productions, c'était pas mal à faire aussi sur YouTube, justement. Et en fait, j'ai l'impression que personne n'avait pensé à cette éventualité. Tout le monde pensait à l'inverse, que YouTube allait manger la télé, venir se greffer. Il y a eu 2-3 tentatives, notamment niveau divertissement, McFly et Carlito, et c'était pas ouf. Hugo Décrypte qui maintenant travaille avec France Télévisions, ça c'est pas trop mal. Mais on sent que c'est un hybride et que ça sort sur les deux d'ailleurs. Mais en fait, maintenant, la majorité de ce qui se passe, c'est que la télé vient sur YouTube. Est-ce que du coup, ça vous ferait consommer du nouveau contenu télé, mais sur YouTube? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir renouer un peu avec la télé via ces nouveaux formats? Ça peut être intéressant de mentionner l'événement déclencheur de ces discussions, parce que du coup, on a regardé, pas plus tard qu'hier soir, un feat entre Élise Lucet, donc envoyé spécial, cache investigation, tout ça, et Squeezie. Donc en fait, voilà, c'est concrètement, du coup, derrière, ça a déclenché toute une conversation tunnel, où tu n'étais pas là, sur le rôle de la télé dans les années à venir et comment ça allait évoluer. Donc voilà. Et puis même plus généralement, effectivement, le rôle des super productions, comme tu disais. Donc notamment, ce qu'on a appris dans l'émission, que Squeezie allait peut-être faire financer, mais pas juste en télé du coup là. Donc là, je triangule un petit peu. Ouais, là, il y a trop de trucs. Ouais, il y a les plateformes SVOD, et donc Squeezie devrait faire financer un concept, je sais pas lequel. Et d'ailleurs, ça se fait déjà aux États-Unis avec MrBeast. Je sais pas si vous avez vu. Non, vous avez forcément pas vu parce que c'est pas sorti. Okay. Mais MrBeast sort à la fin de l'année normalement. Méga concept, extrêmement cher, très grosse super prod. Okay. Il en est super fier. Et ça va sortir sur Amazon Prime Video, je veux dire. Okay. Donc hâte de voir ce que ça va être, parce que j'imagine que ça va être un événement jalon, en tout cas dans les ponts qu'il y a entre plateformes SVOD, télé, etc. J'ai l'impression que tout ça se merge pas mal. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, ça crée des crossovers hyper intrigants, où ça fait se rencontrer des audiences qui étaient un peu distinctes et un peu cloisonnées avant. Et c'est l'aspect, pour l'instant, court terme, très spectaculaire qui m'intéresse le plus. Je suis désolé, je suis très bon public juste par rapport à ça. C'est genre Thierry Ardisson va rencontrer... j'avais envie de dire Squeezie, mais non, du coup, c'est déjà fait. Non, j'ai pas choisi, mais justement, c'est le plus drôle. Ouais. Tu vois, s'il vient sur YouTube, lui, ce serait vraiment... la revanche de beaucoup de créateurs, je pense, de voir Thierry Ardisson lancer sa chaîne YouTube. Tu vois. Il le fera pas. Et il le fera sans doute pas. Ce sera pas bien accueilli, je pense. Mais... Ouais. Il le fera sans doute pas. Mais non. En tout cas, est-ce que c'est cette grande question éternelle de est-ce que la télé va mourir finalement là qu'on aborde? Donc, est-ce que vous pensez en un mot que la télé va mourir? Si je devais vous poser la question, oui, non, est-ce que la télé va mourir dans les 10 ans à venir? Partons sur dans les 20 ans à venir. D'ici 20 ans, est-ce que la télé va mourir, Louis? Non. Victoria, est-ce que la télé va mourir? Ah oui. Ah bien. Ah, je pense que oui. Alexis, est-ce que la télé va mourir? Je pense que la télé va complètement changer de visage et que ce ne sera pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un bouquet de chaînes contrôlé par l'État, avec des contrats, etc. Je pense que ça peut totalement évoluer. On avait évoqué notamment la multitude de formats, genre le fait qu'il puisse y avoir un peu comme des streams aujourd'hui sur YouTube, Twitch ou des choses comme ça. Tout ce qui est le direct. À la télé. Ouais. Avec, ce qui est déjà un peu le cas en fait, les émissions et tout, beaucoup d'émissions sont en direct. Oui. C'est déjà le cas. C'est un peu le cas, mais il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction. La partie interaction peut effectivement évoluer. C'est dans ce sens-là où je dis que ça ne va pas mourir. C'est que moi, je pense qu'on aura toujours une télécommande. On va toujours appuyer sur 6 pour allumer M6. On sera toujours Bolloré. Et on va toujours suivre les mêmes trucs. Quoi. Moi, je vois bien, en fait, pratiquement les grandes chaînes ouvrir des chaînes YouTube et faire les mêmes formats de direct qu'ils font à la télé, mais le faire en direct sur YouTube. Genre le JT de TF1, ce sera à 20h, mais sur YouTube. Tu vois.
Le business du JT de TF1 ne va pas disparaître, c'est ça ton point. Du coup, il va évoluer avec le. Ça va venir se greffer, s'adapter au nouveau format qui est YouTube, le stream et du coup après le replay. Pouvoir avoir avec des shorts, des moments clés du JT. Si vous avez remarqué, mais il y a souvent l'évolution des formats. Ça meurt assez rarement. En fait, c'est-à-dire que ça, en général, ça ne meurt pas, ça se transforme. C'est toujours ce qui se passe dans la nature. Donc la télé, je la vois pas mourir, mais même si... Se transformer, ouais. Déjà, l'appareil, bon, ça, ce qu'on disait hier, c'est que ça va rester avec YouTube et tout, puisque beaucoup de gens, maintenant, nous, on le fait pas. Mais pour le coup, beaucoup de gens consomment YouTube sur la télé. Ouais. Nous, c'est exclusivement comme 80%, je pense. Ouais, donc voilà, c'est stylé, très bien. Et par exemple, si on prend différents formats, le cinéma, depuis que ça a existé, ça n'a fait que évoluer sans jamais mourir. Alors tu me dis, ça mourra peut-être un jour. Tout meurt un jour ou tout se transforme un jour, mais pas à la même échelle de temps. C'est ça, en fait, le truc. Même la radio, je veux dire, tu vois, on pourrait se dire que la radio, c'est complètement dépassé. La radio existe totalement, définitivement, elle existe et elle va nulle part pour l'instant. Ça évolue un petit peu aussi, puis il y a des stars de la radio qui bougent, tout ça, mais des stars de la radio, tu vois, ça existe toujours, en fait. Et elles sont toujours là. Et si on pense à d'autres formats... Je sais pas, le magazine, le journal. Alors, il y a des trucs qui... En fait, rien ne meurt au final. Rien ne meurt vraiment. Ça se vend encore. Et puis, si ça se vend plus, après, ça devient un truc de niche, quoi. C'est vraiment ça. C'est voué pour moi, les magazines, par exemple, à être un marché de niche. Ouais. Ce sera toujours un objet peut-être un peu précieux où des gens voudront acheter des magazines ou des choses comme ça, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un peu une question de génération aussi. J'ai l'impression que la génération qui consomme la télé, c'est un peu la génération de nos grands-parents. C'est aussi celle qui consomme les magazines et qui consomme la radio. Quand cette génération-là va partir... J'ai l'impression que c'est plutôt le format de la nouvelle génération qui va prendre le pas. Et donc, la radio va plutôt peut-être se transformer en podcast. La télé va venir sur YouTube. Et le direct va venir en streaming. Muté, en tout cas. J'ai l'impression que les plateformes vont changer, mais pas vraiment forcément le... Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a vraiment aucune transition. En mode, on finit une génération, ça meurt. Ah si, mais le processus va être sur 10, 15, 20 ans. Le truc, c'est que ça, c'est dans nos bulles. Genre, nous, on regarde pas la télé. Genre, on n'allume pas BFM et tout, on regarde pas... Ouais, mais tu connais des gens... J'en connais pas. Par contre, ton âge qui regardent la télé? Quelques-uns, en vrai. Okay. Ouais, j'en connais aussi, ouais. Évidemment, le truc, c'est que ça, c'est majorité... dans nos cercles. Dans les autres cercles, les gens regardent la télé. J'ai l'impression que les gens regardent beaucoup Ils regardent encore la télé. Même dans ma génération 30, etc. Ils regardent des émissions. Les gens qui ont 60 ans maintenant, qui vont encore vivre un paquet d'années, ils regardent la télé beaucoup. Mais c'est les émissions pour le coup, tu vois, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la plus-value d'être une télé, avec de la chaîne en continu, de l'info en continu, de la pub en continu, va peut-être perdre en valeur, effectivement. Parce que c'est vraiment certaines émissions qui drivent tout. TPMP peut absolument exister en dehors d'une chaîne télé. À 100%. En fait, je précise tout le reste. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une génération qui ne consomme qu'exclusivement la télé et la radio. Okay. Parce qu'effectivement, les trentenaires, quarantenaires peuvent continuer à regarder leur émission du samedi soir ou genre Koh-Lanta, ces trucs comme ça. Mais en fait, ils consomment également YouTube. Et en fait, si Koh-Lanta c'était en direct sur YouTube, ils continueraient à regarder. Ça changerait de plateforme, mais eux, leur usage serait exactement le même. Ça me fait penser à un truc qui... En vrai, ça fait un excellent point avec un truc qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Avant de venir habiter ici, ma grand-tante a acheté une nouvelle maison. Dans sa nouvelle maison, elle a acheté une nouvelle télé. Et sur cette nouvelle télé, elle ne savait pas comment la brancher... pour avoir accès à la télé normale, quoi. Je lui ai dit naturellement, tu peux aller sur YouTube, tu regardais quoi? Et elle m'a dit, ah non, mais il n'y aura jamais sur YouTube. Je vais regarder genre les épisodes d'Échappée Belle. J'ai allumé la télé, je vais aller sur YouTube, j'ai tapé Échappée Belle, j'ai trouvé l'entièreté des épisodes. Et là, elle a réalisé un truc. J'ai vu dans ses yeux qu'il y avait un truc qui s'était ouvert en mode. Et en fait, elle a commencé à me dire d'autres trucs. Genre, je peux regarder un spectacle de danse de. On a trouvé. Et j'ai vu que plus on passait du temps à creuser et plus elle captait en fait l'immensité du truc. J'ai l'impression que pour les gens qui n'ont jamais mis un orteil dedans, YouTube, c'est des gens dans leur chambre. C'est des gens dans leur chambre avec une webcam, quoi. Alors que ça fait des années que c'est fini. Ou c'est des petites vidéos humoristiques. C'est genre un zap. Je pense même aux parents. En vrai, je pense, ils ont aucune idée d'un format comme l'imposteur chez Squeezie, où je pense qu'ils comprennent pas que même la plupart des parents qu'on peut avoir et tout peuvent regarder ce format. Totalement, et passer un super moment. Mais ils n'ont pas du tout idée de ce que c'est, en fait. Ça reste effectivement des mecs dans leur chambre et tout. Le fait qu'il y ait des super prods, du docu, de la rediff de plein de choses aussi, ou finalement du sujet docu, sujet de n'importe quelle thématique, en fait, ou marché, ou truc qui t'intéresse, sur Terre,
tout est là en fait, absolument tout est là. Échappée belle pour le coup ça me surprend, parce Ouais. que je me serais dit du coup ils n'ont pas les droits d'avoir C'est des cet re-uploads. épisode. C'est pas monétisé, tu vois. Mais juste, il y a des gens qui le font, quoi. Ouais, Mhm. ça le fait pour beaucoup de choses. Je sais, des fois, C'est tu vrai trouves que des livres audio et tout. J'ai eu un truc similaire avec ma grand-mère qui se plaignait qu'il n'y avait plus de rediffusion de pièces de théâtre ou ce genre je me de souviens. trucs à la télé et qu'elle était super déçue parce qu'elle adorait ça. Et je lui ai dit, mais ça existe sur YouTube, quoi. Tu peux trouver tout ça sur YouTube. Et elle a été émerveillée de se dire qu'en fait, il y a potentiellement une banque de contenu qu'elle apprécie qui passe plus à la télé, mais qu'elle peut quand même retrouver. Et donc, je pense que il y a même un usage maintenant pour ces générations-là qui est pas du tout utilisé par manque de connaissances et puis peut-être un peu par peur de ces nouveaux outils qui pourraient être, si on les partageait, pourrait vraiment commencer à faire une transition même dans les générations les plus vieilles. Ouais, et nous on est une génération de choix, je suis en train de me rendre compte. En fait, eux, ils ont pas le choix, quoi. Ils allument la télé, il y a, s'ils n'ont pas le câble et tout, ils ont genre 12 chaînes. Il y en a 6 qu'ils aiment pas, 2 où il y a trop de pubs, il en reste 4. Ils sont vachement embêtés s'il n'y a pas un truc qu'ils aiment bien, quoi. Nous, c'est impossible de pas trouver, quoi. Si je me pose, je vais trouver, c'est sûr. Et donc, on a le choix, en fait. La différence de, pas seulement du X, mais en fait, c'est juste objectivement, en termes de valeur économique et ce que ça apporte, c'est objectivement supérieur parce qu'en fait, du coup, ça t'apporte un choix infini surtout. Alors qu'avant, c'est des choses qui t'étaient imposées, forcées, via des chaînes de télé et tout. Donc de ce point de vue-là, YouTube, c'est un peu comme Uber, les taxis pour moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, l'UX est clairement supérieur aux yeux de tous, en fait. Voilà, une fois que tu as testé une première fois Uber. Moi, j'ai vécu la même chose avec la télé YouTube, quoi. En fait, c'est difficile de revenir à la télé, sauf si tu connais le programme vite fait, qu'il y a une émission qui t'intéresse. Mais sinon, pourquoi je me laisserais imposer juste beaucoup de pubs et des documentaires ou des petites émissions, des petites séries que j'ai pas forcément envie de voir. Mais avant, même qu'on n'avait pas forcément envie de voir un truc, on le mettait, c'était là, au pire c'était dans le fond. Puis que ça. C'était par défaut, Ouais, c'est ça. Ouais, c'était complètement par défaut. Et en fait, cette liberté, elle s'applique à plein de trucs. On a beaucoup plus de liberté sur les métiers qu'on veut faire, les trucs qu'on veut apprendre. En fait, là, on peut dézoomer d'un tout petit truc qui est le choix de ce qu'on regarde, au choix de du coup ce qu'on consomme de manière générale, parce qu'ils n'avaient même pas le choix de ce qu'ils consommaient, quoi. Il y a genre 3 journaux papier principaux, 6 chaînes. Et en fait, nous, on a le choix littéral de ce qu'on consomme. Et en fait, on peut encore aller plus loin, le choix de nos métiers, le choix de nos relations, parce qu'on peut... Enfin, c'est beaucoup plus libre. On est une génération de choix. C'est vrai. Ce qui, du coup, apporte aussi son lot de problèmes de santé mentale. Ce qui me donne une transition toute trouvée, je viens de percuter, avec un sujet que je voulais t'en parler, donc là j'ai attendu le bon moment. Je ne sais pas si vous avez vu sur Spotify, vous avez utilisé Spotify ? Ouais. Ok. Est-ce que vous avez remarqué depuis quelques jours, parce que ça ne fait que quelques jours en France, quelques jours, semaines, mais en fait aux États-Unis ça faisait longtemps, on a maintenant accès à des livres audio sur Spotify, et on n'avait pas accès à des livres audio sur Spotify. Mais la particularité de Spotify des livres audio, c'est que, en fait, les livres audio, j'explique juste comment j'ai découvert. À un moment, je vois une nouvelle catégorie livres audio sur Spotify. Je me dis, ok, très bien, les livres audio, ils sont là. Mais je me dis, mais du coup, je ne les ai pas achetés. Donc, je fais une petite recherche, je fais une première recherche, je ne sais plus ce que j'ai tapé, père riche, père pauvre, un truc comme ça. Tu vois. Pour chercher un bouquin, je vois, le bouquin, il est là. Je clique sur Play. Trop bien. Le livre audio, je peux le jouer, il est là. Il dit, mais je me dis, mais je ne l'ai pas acheté, je comprends pas. Et ensuite, je fais une deuxième recherche, une troisième recherche. Je suis allé justement sur La Boétie, justement, ou La Boétie, je ne sais pas comment on prononce. La Boétie. Voilà, que j'ai écouté du coup sur Spotify. Okay. Et donc, à mon premier bouquin, moi, je sais pas, je tape le bouquin Léna Situation, je tape des trucs au pif, tu vois, pour voir. Et ils sont quasiment tous, j'ai eu une ou deux exceptions, mais ils étaient quasiment tous sur Spotify. Et là, j'ai percuté un truc, c'est qu'en fait, sur Spotify, vous payez votre abonnement normal pour la musique. Vous avez accès à tous les livres audio sur Terre, sans dépenser un centime de plus. Je rappelle quand même que le business model de Audible, Audible, pardon, c'est t'achètes un livre et du coup c'est genre 10 balles, 15 balles, 20 balles, c'est plus cher des fois, 30 €, etc. L'unité pour un livre audio, putain, un système de crédit et tout. Spotify est arrivé et vient d'écraser le business model d'Audible, mais d'une force. Je trouve ça invraisemblable. Et apparemment, ça fait plusieurs années que ça existe déjà aux États-Unis. Pourtant, Audible est toujours là. Mais ça vient d'arriver en France. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire des recherches. Vous avez livre audio infini, illimité sur Spotify, avec quasiment tous les choix. Je pense que c'est des choix d'éditeurs quand même. Il y en a qui ne sont pas sur Spotify. Ce sera la petite différence entre les deux, je pense. Sans doute. Mais je trouve ça assez dingue. Et moi, ça a posé une vraie question sur c'est quoi créer ou détruire de la valeur. Parce que je me suis vraiment posé la question sur le moment. Tu vois. Et je pense que ça va faire le même effet que dans la musique, etc. Ça va créer une longue traîne de plus de gens qui peuvent vivre de faire un bouquin, ou tu vois, puisqu'il va y avoir un système de partage de revenus, je pense, revenus sharing. C'est la question qui me vient, moi. Et moins de gros,
Tu vois, Ouais. moins de gros éditeurs avec du contrôle, etc. Enfin, voilà, je pense que ça... Plus Web3 que Web2, du coup, Un petit peu. dans l'idée. C'est ça, ouais, clairement. Ouais, au niveau de la rémunération, comment ça... Revenu Parce que sharing, ouais. C'est ouais. pas du tout le même prix que Les gens vont livre gagner en papier. général moins d'argent, je pense, avec les livres audio que ce que c'était avec Audible. Ouais. Par contre, plus de gens vont gagner de l'argent. C'est de Ça va, en fait, l'échelle, ça va ouais. se redistribuer pour moi. Du coup. J'entends. Et puis c'est de l'échelle, genre Spotify, ils ont tellement d'abonnés oui. qu'en fait d'un coup, même s'ils touchent 10 fois moins mais 100 fois plus de personnes, bah, ils sont gagnants. Donc ils vont faire chier parce qu'ils adorent faire chier, mais globalement, je pense qu'au change, ils sont gagnants quand même. Et surtout pour les petits. Les gros vont râler, mais les gros ont d'autres moyens Les d'être gros consommés. vont complètement râler. Les gros vont râler et les petits vont, je pense, il va y avoir plus de gens qui vont même gagner de manière précaire. Et sans parler de précarité, parce que ça peut être une source de revenus complémentaires. Dans ce cas, on ne parle pas de précarité. C'est juste bienveillant. Enfin, Bonus, c'est une bonne nouvelle, quoi. C'est... Exactement. Si tu peux gagner 500 euros par mois, tu te dis, ouais, c'est pas terrible pour vivre de... Oui, mais si tu avais un taf de base et que tu gagnes aussi 500 euros par mois. Je pense que c'est ce qui va se passer pour plein de gens, du coup, avec les bouquins. Mais ça m'a posé la question. Alors, je vous donne un exemple vraiment niche qui est lié à mon activité, mon industrie. Donc, je vais pas rester dedans trop longtemps pour pas perdre tout le monde. Les extensions. Tu vas parler MySQL. Je vais parler d'extensions WordPress. J'aime bien quand il a dit tout Donc, le monde. Juste très rapide, moi je suis dans la création de sites, mon industrie, et donc dans la création de sites, quand vous créez des sites, vous pouvez installer des applications, on appelle ça des extensions sur WordPress, c'est la techno qu'on utilise. Et donc les extensions WordPress, c'est comme des apps sur un téléphone, c'est pour ajouter des fonctionnalités, etc. Ça fait des années que j'ai un exemple précis en tête de type d'extension qui permet de compresser ces images, de les alléger. Quand on fait ça sur un site internet, c'est pour qu'un site soit plus rapide et que ça charge plus vite. Et ce type d'extension-là, c'était payant. Jusqu'à aujourd'hui, la majorité des extensions connues sur le marché sont des extensions qui sont payantes, ont un business model. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont beaucoup d'employés. Je pense à une d'entre elles en particulier, qui est française, Imagify. Et là, récemment, on m'a envoyé un mail d'une boîte concurrente pour dire hey, « Salut Alexis, est-ce que tu peux parler de ça sur YouTube ?» Et donc, j'ai regardé ce que c'était. Donc, c'est une grosse boîte, un truc assez solide, assez connu. Et ils ont sorti une extension qui fait littéralement la même chose que celle que j'ai mentionnée juste avant, en totalement gratuit. C'est-à-dire que c'est absolument illimité. C'est là, tu peux l'installer sur ton site, il n'y a absolument rien de payant et c'est entièrement gratuit et tout. Et donc, j'ai eu deux réactions extrêmement contradictoires en moi. La première, c'est incroyable, ils sont en train de créer de la valeur, c'est dingue, c'est trop bien, on va l'installer sur tous nos sites. C'est pas les premiers à faire, il y en avait déjà d'autres avant, mais ça arrive de plus en plus. La deuxième réaction, c'est ils sont en train de détruire de la valeur, parce qu'au final, les seuls qui peuvent faire ça, de toute façon, ce sont les très grosses boîtes qui peuvent prendre un sujet comme ça, le commoditiser et en faire un produit d'appel pour eux, pour leur service, parce qu'en fait, ils ont le capital pour pouvoir ensuite... C'est comme si moi, demain, pour mon hébergeur WordPress, je lançais des extensions aussi. Et en fait, c'est parce qu'on avait les moyens de les lancer et donc d'uberiser absolument tout en disant tout ça, vous le payez d'habitude, bah, chez nous c'est gratuit, vous venez. Et je gagne pas d'argent du tout avec ces trucs-là, mais c'est parce qu'en fait, je peux me permettre de le faire parce que ça me fait ensuite des entonnoirs de vente vers un gros service parce que j'ai le capital. Et ça m'a posé la question de qu'est-ce que c'est créer de la valeur ou détruire de la valeur. Et j'avoue que j'étais très mitigé sur la réception de ce genre d'outils parce que je me dis au final, plus on fait ça et plus ça va être difficile d'avoir des extensions qui sont maintenues par la communauté, par des développeurs, et moins on aura peut-être de valeur économique de la part de l'ensemble des acteurs, et moi ça m'a un petit peu fait chier en fait. Parce que je me dis du coup, il y a déjà un certain tropisme à aller vers la gratuité chez WordPress, et en fait plus les acteurs de l'écosystème WordPress nous proposent de la gratuité et des trucs comme ça, et plus ça va être difficile pour plein d'entreprises de vouloir se lancer dans cette quête Graal de WordPress, de proposer des outils, des services et de gagner de l'argent, et donc de créer de la valeur aussi pour nous dans WordPress. Donc j'ai très mitigé vraiment sur comment je l'ai reçu moi personnellement. Et là du coup la grosse question moi qui me vient c'est la différence entre créer de la valeur ou détruire de la valeur, c'est la différence entre ce que tu mets au centre, la création de nouvelles entreprises ou l'accès à des choses pour les particuliers. Open source notamment. En fait, moi je parle vraiment de valeur économique, c'est pour ça. Donc je dis en fait, derrière moi il y a tous les développeurs, des dizaines ou voire des centaines de personnes qui gagnent de l'argent, il y a des entreprises qui gagnent leur vie uniquement sur cette base-là, tu vois. Et d'un seul coup, ça, en quelques années, ça peut s'évaporer totalement parce que du coup, il y a un mec, il arrive, il dit bah, nous, on va le faire gratuitement et voilà. Et ça, c'est un truc continu dans WordPress qui arrive. Que quel que soit ce que je pense, c'est de toute façon le sens des choses. Enfin, je vais rien y changer. Bien sûr. Mais voilà, c'est toujours intéressant de se poser des questions. Et moi, ce serait pas ma méthode parce que je la trouve un peu pirate, mais un peu pirate. Rouleau compresseur, quoi. Ouais, ça m'a pas plu. En fait, moi, c'est pas ma façon de voir les choses aujourd'hui. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, l'important à la fin, c'est celui qui consomme, qui n'a lui pas les capacités
Genre, de toute façon, il n'aurait pas le choix, quoi. Si tout était payant, il paierait. Donc, en fait, il paierait. Justement, peut-être pas. Il n'y aurait pas accès. Ouais. Donc, le rendre gratuit, c'est lui donner accès. Donc, Ça, ce raisonnement, quand tu le pousses à l'extrême, il est violent, quoi. Parce que ça veut dire que dans ce cas, tu peux vraiment tout rendre gratuit, absolument tout dans WordPress, sur l'autel de cet argument, tu vois. Tu pourrais toujours te dire... Ouais, mais du coup, quel problème ça poserait ? Moi, j'existe plus, les entreprises en général n'existent plus dans WordPress, et tu vois, c'est juste... Vous évoluerez. Si, toi, t'existes toujours, puisque tu apprends aux gens à le faire. Donc, toi je parle de moi parce que je disais Copilot, etc. Ou si demain je fais des extensions, parce que je me pose ces questions. Ouais, je pense à tout ça, tu vois. Il suffit de faire les mêmes extensions gratuites, mais en mieux. Si WordPress.com devient gratuit, par exemple. J'ai oublié de préciser ce point-là aussi, c'est qu'en plus, on est dans de l'open source, donc c'est assez particulier, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre ton code source et le redistribuer lui-même. Donc, la plupart des gens font pas trop ça. Vraiment, les gens les plus mesquins font ça, mais non, ça arrive pas trop, mais c'est totalement possible. C'est-à-dire que votre code est à la merci de tous. Tu peux prendre le code source, le rebrander, changer 2-3 commentaires dans le code pour dire, mais enfin, les gens sont pas dupes. Les gens qui regardent le code, ils voient que c'est le même que celui du voisin. Et dire, ouais, on fait la même chose, mais c'est entièrement gratuit. Et pour le coup, ça, vraiment, on est à la merci de n'importe qui a décidé d'être super prédateur sur ce genre de pratique, tu vois. C'est assez réel. Ouais. Et je trouve ça assez flippant sur le long terme, sur la manière dont évoluent les choses dans WordPress. Et je me demande à quel point la valeur économique va rester concentrée dans les mains de quelques gros acteurs, qui va, en tout cas, au moins, j'espère, permettre à tout ça de continuer d'exister, au minimum. Ce serait quand même bien. Moi, j'ai la vision, ça me fait penser à un truc qu'Antoine BM disait il y a des années, par rapport aux revenus sur YouTube et les créateurs qui se plaignaient que leurs revenus baissaient sur YouTube à certains moments. Ouais. Ça me fait un peu me dire, en vrai, vous profitez d'un truc qui peut s'apparenter à un momentum, même s'il est long. Et du coup, si à un moment il évolue, il n'y a pas vraiment, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'en plaindre. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai même pas envie de te viser toi, parce que toi, tu vas t'adapter, je le sais. Genre, ça ne changera pas grand-chose. Je connais ton point en plus, mais je te laisse le dérouler. C'est qu'en fait, on en profite, ça change. Soit on change, soit on crève, quoi. Mais du coup, si tu crèves, c'est de ta faute. Si tu changes, bravo. Et du coup, j'ai juste l'impression que si c'est mieux pour le consommateur final, que certes, ça devient dans les mains de quelques grosses entreprises, mais qui, en faisant ça, même si c'est pensé pour leur tunnel de vente, rendent des tas de trucs accessibles à des tas de gens. Oui. Ce qui est quand même le point final du truc, quoi. Si on prend le bout de la chaîne, plus de gens utilisent WordPress. Ouais. Ce qui devrait être un peu le goal de tous ces gens, notamment toi, sur la partie origami en tout cas. Et du coup, si on part de ça, on se dit, en fait, il y a plus de gens qui l'utilisent, c'est moins cher pour eux, toi, t'es bon, tu vas t'adapter. Du coup, ceux qui vont crever, c'est ceux qui ne s'adaptent pas. C'est peut-être même une opportunité, ouais. C'est peut-être même une opportunité, en fait. Plus de gens qui ont du coup plus de pouvoir d'achat, puisqu'ils ne dépensent pas sur des extensions. Peut-être. Plus d'opportunités pour certains et pas pour d'autres, quoi. Mais comme pour Imagify, tout. de toute évidence. Ouais, après, eux, ils peuvent complètement faire autre chose, quoi. Ouais, bien sûr. Ils peuvent prendre un des points qu'ils font, faire autre chose, ou... il y a 1000 possibilités en fonction des compétences qu'ils ont chez eux en interne et tout. Il y a toujours moyen. J'ai juste l'impression que c'est une évolution de marché et que... Il y aura toujours moyen qui est très naturel créer pour de la valeur. C'est très naturel. C'est pas possible de faire autrement. Surtout dans l'open source, c'est évident, quoi. Mais le truc qui est bien, c'est que le consommateur final, pour lui, il gagne du pouvoir d'achat, il a accès à plus de choses, moins de barrières à l'entrée pour les gens, ce qui peut aussi faire qu'il y a plus de gens qui créent des trucs et que du coup il y a de nouvelles opportunités qui arrivent auxquelles on n'avait pas pensé, un marché qui vit, quoi. C'est ça, c'est qu'au final ça ne stagne pas exactement. Et finalement la valeur économique va falloir la créer et ensuite la capter ailleurs sur des nouveaux usages, des nouveaux outils, et il va falloir que les équipes elles se recyclent sur de nouveaux, ou aller plus loin, tu vois, dans le cas d'un outil qui existait déjà et au final son truc est complètement uberisé ou commoditisé, faut qu'ils aillent plus loin, en fait. Ils n'ont pas le choix. Et en fait, ça s'appelle la vie aussi, de toute façon. C'est un peu ça. Et puis, c'est que chaque sujet peut devenir complètement un écosystème sur lequel se greffent tellement de gens. Ouais. En fait, dès qu'un marché génère quelques dizaines de millions, ce qui est déjà très petit, vraiment très petit, en fait, ça peut faire des tas de métiers qui font des tas de tout petits trucs au milieu, des tout petits intermédiaires qui prennent 1%, des tout petits trucs et en fait, d'un coup, ça fait vivre un truc énorme. Donc s'il y en a de temps en temps une partie... Enfin, tu vois, je le vois comme une espèce de vague qui, des fois, vient attraper une partie, puis emporte une autre, puis ça redescend, puis ça fait mourir, puis ça revient. Je vois une masse. Et si on... toi, je sais que tu parlais pas forcément que de toi, même si un peu de Copilost, même si c'est pas trop danger pour Copilost, mais c'est pas, si on revient à du terre-à-terre, pour toi ou pour moi, on s'adaptera.
Genre, c'est... Ah bah, je suis pas inquiet pour moi. Hein. Bah non, c'est ça le truc. Je pense aux 20 ou 30 salariés d'Imagify, quoi. Ils feront autre chose. Mais Ils non, sont je devs. crois que c'est pas des salariés que pour ça, je crois. Mais oui. C'est des devs qui retrouveront du boulot et qui feront un truc très très bien, j'en suis sûr. Totalement. C'est un peu ce qu'on a fait avec la chaîne Shopify OS. On est arrivé en rendant gratuit énormément de connaissances qui étaient payantes chez nos concurrents. Et sur Shopify spécifiquement. Et sur Shopify, personne ne faisait genre gros tuto 5 heures, créer votre boutique, quoi. Ouais. Et c'était des formations qui étaient payantes. Et il y a des mecs qui ont 8 fois plus d'abonnés que nous, qui se sont mis à reprendre nos titres de vidéos, à faire des vidéos encore plus longues. Il y a eu un petit jeu, tu vois, où ça venait de chercher. Mais ouais, au début, il y avait cette idée. C'est l'idée de la course aux armements dans la nature. C'est le principe de la reine rouge. Ça, ouais. Absolument. Donc, dans les tutos sur YouTube, dans l'innovation technologique et le fait même de rendre des trucs qui étaient avant chers ou inaccessibles, une commodité, très accessible pour ne pas dire gratuit. Et en fait, si tu regardes juste 50 ans, 100 ans en arrière, 2000 ans en arrière, c'est ce qui se passe tout le temps. Hein, donc, de toute façon, ça va pas s'arrêter là. Mais oui, je pense que moi, je réagis aussi très... pas à fleur de peau, mais tu vois, ce que ça rend... Je sais pas, en fait, je pense que mon travail a été sur le moment de me dire « Ah merde, je pense à ces 30 personnes qui bossent sur Imagify, genre d'un seul coup comme ça, je peux récupérer ton code et juste te dire « Ah bah, moi je le refais aussi, puis c'est gratuit. » Et tu vois, il y a une certaine violence là-dedans, en fait, je trouve. Mais c'est la violence de la nature. Vaut mieux cette violence-là que d'autres violences, j'imagine. Je la trouve quand même un peu plus saine, cette violence-là, pour le coup. Mais du coup, on peut reboucler avec les livres audio. J'ai trouvé que c'était vraiment un raz-de-marée ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça génial. Parce que littéralement, je vois l'impact réel, très concret, dans la vie véritable. Genre moi, j'achetais des bouquins audio, bah je vais pratiquement plus en acheter, sauf s'ils sont pas sur Spotify. Spotify, pour le coup, vous avez carte blanche. Hein. Si vraiment vous voulez augmenter vos tarifs, c'est ok, je vous en voudrais pas, quoi. 1 ou 2 euros, ça me pose pas de problème. Ils le feront sûrement. Et ils vont le faire dans pas très longtemps, je pense. Et ils ont raison. Mais c'est assez dingue, quoi, ce qui s'est passé avec les livres audio, je trouve. Moi, je ne consommais pas de livres audio et je pense que je vais me mettre à en consommer, du coup. Du coup, tu as acheté un œil. Parce qu'en fait, c'est ça qui est hyper agréable. Bon, Audible avait un système de petits extraits de bouquins et tout, mais là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant parce que vraiment, tu peux prendre n'importe quel bouquin audio, écouter 5-10 minutes et si ça te va pas, du coup, tu passes à la suite, tu l'écoutes pas. Et avant, il fallait l'acheter. Et là, tu n'as plus besoin de l'acheter. C'était une vraie barrière. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce que tu viens de dire fait très mal à beaucoup de gens, je pense. Genre, tu peux écouter un bouquin 5 minutes, puis après, en fait, tu le jettes. Ouais. J'ai vraiment eu la vision de tu prends le bouquin, tu le feuillettes, puis tu le déchires. Et tu prends le bouquin suivant, tu le feuillettes, tu déchires. Moi, j'ai eu la vision de tamiser, vraiment. C'est-à-dire de faire le tri, vraiment, de filtrer pour aller uniquement au bouquin. Parce que vous avez tous ressenti ça, je pense, un jour. Moi, je le ressens régulièrement, tous les 6 mois. Où d'un seul coup, tu lis un bouquin qui change ta vie et tu te dis la lecture, c'est incroyable, c'est hyper important. Et donc, je vais lire 4 bouquins par mois, etc. Et le bouquin d'après est absolument nul. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, la lecture, c'est pas si important. Et du coup, d'un seul coup, tu arrêtes de lire parce qu'en fait, il y a eu un bouquin nul et en fait, tu l'as arrêté au milieu. Et puis, il y a un principe de cohérence. Je pense que ton cerveau, il a pas aimé t'arrêter. Il y a un petit côté genre, ouais, je vais sûrement continuer quand même plus tard un peu. Enfin, voilà, je laisse de côté. Puis, du coup, tu t'arrêtes de lire des bouquins d'un coup. Un truc qui est très bien. Et ça va lisser ça, du coup, je trouve. Ça va lisser ce phénomène un peu. Qui n'existe pas avec les livres papier, c'est l'algorithme qui va te faire des recommandations. De livres audio. Ouais. Ça, c'est cool, ouais. Ça, si l'algorithme est bien... ça dans Audible. Ah non. Si l'algorithme est bien, ça peut être vraiment... En fait, c'est une excellente nouvelle. Évidemment que l'algorithme est bien, c'est Spotify. Genre, ils ont diffusé la musique dans l'entièreté du monde. Donc, genre, l'algorithme, il est incroyable. Je pense qu'il faut un peu adapter l'algorithme de la musique au livre audio. Mais c'est vrai que du coup... Est-ce que vous pensez qu'ils vont laisser les stories entre 2 livres audio ou ils vont virer ça ? Il y a des stories sur Spotify. Ah, c'est vrai. Mais c'est pour les artistes, du coup, ils peuvent mettre des stories. J'ai jamais vu de stories sur... C'est des bouts de clips, non ? Non. Enfin, il y a des bouts de clips, il y a juste un morceau de son, genre un bout de refrain. Ouais. Ils te mettent un bout de refrain pour que tu écoutes, exactement comme tu as dit, en fait, pour tamiser. C'est-à-dire que tu swipes, tu arrives sur un refrain, tu dis ouais, ça c'est pas mal, ok, non, tu reswipes. Okay. C'est genre, non, c'est cette partie-là d'en haut là, que je vois avec le carrousel, c'est ce que tu appelles les stories. C'est stories ou short vraiment quand même un peu Ouais, short, stories, oui, je voulais dire short. J'ai pas ça sur mon Spotify. Ouais. Si, c'est juste que c'est pas au même endroit pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont jamais cliqué dessus, c'est plus haut. Si t'as cliqué et que t'es reparti vite, ils ont redescendu. J'ai vu une vidéo intéressante de Basti qui parlait de tout l'UX qu'ils avaient fait à ce sujet-là et tout. Le business de Spotify est super intéressant. Oui. J'adore comment ils évoluent les ramifications. Genre, on prend les événements, les concerts, on fait la billetterie des concerts, on rajoute des shorts, mais c'est quand même pour de la découverte musicale. Là, on rajoute les livres audio. Et en fait, il y a des trucs que j'aime pas dans lui, tout. Des fois, je trouve que c'est pas l'idéal. Mais globalement, je suis assez fan de l'application et surtout du potentiel qu'elle a. Genre, même dans les 10 ans à venir, moi,
je la vois conquérir le monde, quoi. Elle peut faire plein de trucs vraiment C'est vrai. très, très, très cool, je trouve, Spotify. Il y a une excellente série sur Spotify. C'est Ouais. comment que ça s'appelle? Spotify. Je sais plus si ça Si s'appelle tu tapes comme série ça. Spotify, tu Je l'aurais la trouves jamais direct. trouvé, vraiment. Ouais, c'est très cool. C'est très cool. Notamment tout le combat des artistes pour la rémunération et tout ça. Ouais, et puis ça tourne vachement là-dessus. Puis la partie start-up, quoi. Ouais. Où vraiment, ils ont un monstre et ils le savent pas. Et ça grandit. Du coup, eux, ils vrillent parce qu'on est tous des humains. Parce qu'au début, c'était un petit truc, ils n'avaient pas du tout l'ambition d'être le Spotify qu'on Pas connaît du aujourd'hui. tout. Et Ouais. après, il y a grosse guerre entre les pirates, etc. Enfin, c'est un truc Incroyable. hyper intéressant. Ça me fait penser à une partie de la vie de Steve Jobs qui a été d'essayer de convaincre les différentes maisons de disques avant Spotify, du coup, de se dire on va mettre tout accessible à 2 € chez Apple, ce qui était lunaire et quasiment impossible à concevoir, quoi. Ils l'ont accueilli comme une blague en disant mais t'es complètement con, tu vas nous tuer. Et donc beaucoup ont refusé, et puis négociation, et puis force, et puis en fait ça passe, et puis en fait ça marche. Et en fait après c'est l'inverse, c'est les maisons de disques qui veulent absolument signer chez Apple. Et en fait ça me fait penser à tous ces gens qui se sont dit ok, ça va être terriblement dur, mais on va le faire parce que ça peut peut-être marcher. Tous les gens qui ont commencé à faire des sponsors sur YouTube au début, qui se sont dit on va diffuser de la musique au plus grand nombre, qui se sont dit on va rendre les extensions gratuites, et qui se sont juste dit ça va faire très très mal pour moi, mais peut-être que déjà je pourrais un peu mieux en profiter dans 10-15 ans, et puis ça va juste genre changer. Là on rentre dans un sujet intéressant, mais changer le monde. Parce que même si c'est un aspect très précis, Spotify a changé le monde, Steve Jobs a changé le monde. Peut-être que ceux qui veulent, si quelqu'un un jour se prend la mission de rendre tout gratuit à 100% dans WordPress, peut changer le monde aussi. Si ça devient hyper accessible, tout le monde a son site web, ça devient un peu ta carte de visite, tu vois. Ouais. LinkedIn meurt. C'était mon point pendant longtemps où j'aurais bien aimé basculer sur un modèle justement dans lequel je faisais que des grosses formations gratuites dispo sur YouTube. On en a parlé plein de fois. Mais moi, je rêvais de ce monde parallèle-là parce que j'avais l'impression de pouvoir vraiment contribuer à l'adoption de WordPress. Une mission un peu subsidiaire de mon travail serait de me dire à moi tout seul, j'arrive à augmenter l'adoption de WordPress dans le monde de 1%. Je me suis souvent dit ça comme ça. Je me suis dit, c'est un bel objectif, sympa pour le contenu que je crée. Et en fait, c'est pas tellement déconnant. C'est pas une question de prétention ou pas, c'est juste que tu fais des maths en fait et tu regardes le nombre de vues que je fais sur mes vidéos. Et en fait, si d'un seul coup, j'ai des formations gratuites sur YouTube de création de sites, vente de formation, site pour restaurants, etc. Et à chaque fois, ça fait 50 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 300, 400, etc. Ça dépend de quel type de vidéo on parle. Ça, sur des années, en fait, ça a ce genre de répercussions, quoi. Et moi, je trouve que c'est assez sexy et ça permettait de donner beaucoup de visibilité à d'autres projets, peut-être plus logiciels ou autre chose comme ça. Et est-ce que si tu le fais pas, c'est parce que tu as goûté à l'argent entre-temps et que tu as vu le coût d'opportunité de faire ça? Non, c'est parce que j'ai jamais opéré vraiment cette transition. Il y a des opportunités et des menaces, effectivement, à faire ça. Moi, en fait, j'aimerais bien arrêter clairement de faire des formations. Ça me plairait de plus le faire. Pour les gens qui m'écoutent et qui sont des élèves, rassurez-vous, de toute façon les formations que j'ai actuellement à mon catalogue ne vont nulle part, mais seulement à l'avenir. Moi j'aimerais bien me concentrer uniquement sur du SaaS, du software, etc. Donc sur le long terme, je l'ai évoqué tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai un hébergeur spécialisé WordPress qui s'appelle Copylost, et ça c'est le projet très très long terme, horizon de temps 5 ans, 10 ans, etc. Et encore je dis 5 ans, c'est pas si long terme que ça, c'est juste long terme tout court. Très long terme ce serait 10 ans, tu vois. Et je trouve que pour maximiser mon potentiel là-dessus, ce que je peux faire moi à mon échelle, le fait de levier le plus important que j'ai, moi en perso, Alexis FH, c'est évidemment d'avoir des tutos gratuits qui font 50 000 vues, 100 000 vues, 150 000 vues en permanence sur des gros sujets où j'aide un max de gens, max. Et ensuite tout le monde vient chez moi, quoi, parce que j'héberge tout le monde évidemment. Donc c'est le scénario classique du cheval de Troie, tu vois. Et moi aussi, ça me demande, au bout d'un moment, en fait, j'ai juste plus envie de mettre autant d'énergie dans des formations et tout, j'aimerais faire autre chose. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est pas compliqué, c'est un hébergeur, c'est des extensions, c'est tout ça. Est-ce que si tu veux faire autre chose, il y a une raison de statut? Non. T'as pas envie d'avoir l'étiquette formateur en ligne toute ta vie? Non, aucun. Okay. Mais c'est un très bon point que tu fais. Pour le coup, rien de tout ça. Ça demande pas les mêmes efforts. Déjà, en fait, j'ai commencé à bosser sur du logiciel depuis 1 an et demi, et je trouve ça infiniment plus enthousiasmant. Je trouve ça vraiment très très cool. J'adore vraiment contrôler la création et le développement d'un produit. Et je trouve que le potentiel en termes de prospection, d'aller chercher les clients, de faire des choses comme ça, est radicalement différent de ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'attache pas que à ma petite personne en plus. Je peux aller sur le marché US, on bosse en équipe avec d'autres gens.
tu as une vision de ton produit, tu dis ça va marcher comme ça, parce que c'est mieux comme ça. Eh ben, tu fais une maquette, tu donnes ça au développeur et ça marche exactement comme tu avais dit que ça allait marcher. Je trouve ça assez dingue. J'ai vraiment goûté à ça et qui plus est, la formation, c'est beaucoup vraiment autour de moi et de ma petite personne et ça me fatigue un petit peu. C'est-à-dire que j'aimerais bien en fait bosser en équipe et avoir d'autres gens qui bossent sur des produits, je chapeaute tout ça et on va conquérir le monde, notamment le marché US. Et ça m'excite beaucoup plus. Et moi, dans ma vision idéale de ce que je fais aujourd'hui, sur le long terme, il y a mon hébergeur et sur le court terme, il y a peut-être d'autres choses. Alors, c'est des questions que je voulais vous poser. Donc, je vais vous poser la question, du coup, mais tu voulais peut-être rebondir sur un truc avant que je vous pose la question. Ouais, ça me pose la question de pourquoi est-ce que... Enfin, non, c'est pas pourquoi, mais c'est plutôt... Parce que je me suis dit ce truc aussi. Ouais. De vouloir faire un truc un peu plus grand que... Enfin, je suis pas encore sûr de le vouloir, mais si la question se pose un jour, j'y ai déjà répondu, c'est pratique. De vouloir faire un truc un peu plus grand que soi, et surtout avoir ce côté travailler, moins être dans l'exécution pure, plus chapeauter, etc., et qu'il se passe plus de choses, plusieurs choses différentes, etc. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est faisable dans la formation, mais c'est juste que comme dans toutes les étapes d'avant, si on prend le schéma classique dropshipping, création de site, formation SaaS, en fait, à chaque fois, on s'arrête, on passe au step du dessus, sans essayer de maximiser et d'exploser le step en cours, y compris au niveau diversification. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui t'empêcherait de... Enfin non, je le reformule même, dans l'idée de faire... par exemple, une véritable école WordPress avec des véritables profs que tu gérerais toi via quelqu'un qui les gère ensuite, donc avec un système à au moins 3 niveaux, où ça devient peut-être même des cours, peut-être même des gens qui font des cursus post-bac, et où en fait tu te dis, ok, je vais vraiment faire un vrai énorme truc où je forme des devs WordPress, je forme des freelance WordPress, je forme l'entièreté de l'écosystème. Là, pour le coup, en termes de servir l'écosystème, on serait en plein dedans. Et du coup, tu crées une école, mais une vraie de vraie, où ce serait vraiment hyper... évoluer par rapport à business en ligne, formateur de base, même si c'est déjà un vrai métier qui demande énormément de travail. Mais j'ai l'impression que cette évolution, personne n'y va. Ceux qui y vont, j'ai l'impression qu'ils utilisent la sémantique de tout ça sans vraiment le faire. J'ai 2 noms en tête, mais où vraiment ils passent leur temps et leur vie à dire qu'ils veulent créer une école, etc. Et quand tu regardes exactement ce qu'il y a, c'est comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il y a des coachs, il y a des rendez-vous de 15 minutes. Il y a des... Et en fait, tu as juste dit prof principal, mais il n'y a rien d'autre. Mais j'ai l'impression que personne n'y va vraiment, quoi. Personne ne se dit, bon, allez, on essaye de vraiment faire un truc, cursus, 1 an, etc. Parce que, comme personne ne l'a fait justement avant, il y a cette petite marche à sauter qui est la même marche que, je pense, ont les personnalités de la télé avant d'aller sur YouTube, tu vois, qui est il faut sauter le pas. Et je pense qu'être le premier vraiment à le faire... Le métier change, quoi. Ouais. Ça rejoint mon point de tout à l'heure, un peu de venir casser un marché en se disant, OK, maintenant vraiment, on va faire ça. Proposer un parcours scolaire post-bac et tout, vraiment sauter le pas dedans, c'est stylé. C'est très stylé. Hein. C'est plus que stylé. Mais je pense que personne n'a encore En fait, c'est que c'est ça la vraie alternative. C'est l'audace mignon de dire d'y aller une parce alternative. qu'il y a un monde où c'est très très mal réceptionné. Il y a un monde où c'est mal réceptionné, où tu te casses la gueule et tu dois revenir à ton truc d'avant et en 2 ans, ça repart. Mais par contre, si ça fonctionne, tu es le lanceur d'un truc énorme. Alors oui, mais pour moi, si ça fonctionne, j'ai vraiment l'image de t'as cassé une porte, tout le monde restait extrêmement loin de la porte et au moment où la porte s'ouvre, tout le monde se met à courir vers la porte à fond. Les gens arrivent avec des chèques et tout. Et ils essayent de faire un truc similaire. Ouais. Mais en fait, c'est que ça, c'est sexy, quoi. Tu te dis, punaise, proposer une alternative au système éducatif... C'est mignon, mais... j'ai l'impression d'avoir entendu cette promesse 50 si ça reste sur Podia, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, ça va pas marcher, que ce soit sur School, que j'habite. Faire le Netflix de la formation en ligne. Voilà. Moi, je me demande si la raison pour laquelle Hormozy a investi tant en School et croit énormément dans le projet, c'est pas s'il y a un petit truc... Non, c'est parce qu'il veut que ce soit un réseau social. C'est l'aspect réseau social. Il veut que ce soit un top 5 réseau social au monde. Réseau social ou le nouveau Pronote. Pronote 2.0, c'est cool. Ce qui pourrait être une plateforme, tu vois, d'apprentissage à distance, comme le CNED et tous ces trucs-là. Je pense pas, j'ai juste un peu l'impression que c'est peut-être l'ambition de base, mais bon, comme Mime et OnlyFans, tu vois.
peut-être qu'il y a eu 10 minutes de discussion où c'était fait pour que les guitaristes puissent partager les moments où ils s'entraînent sur certains trucs. C'est pas comparable. Puis après, les culs sont arrivés. Et là, c'est un peu pareil, tu vois. C'est-à-dire là, on que est sur un truc qui est en il y a flottement School. depuis quelques années où tu te dis ça va se faire, ça va pas se faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a School. Pendant 10 minutes, ça a été imagine, une alternative, système éducatif. Et après, les traders millionnaires crypto Dubaï sont arrivés et ont proposé leur formation à $250 par mois. Et School est devenu School. En sachant que le top 1 des formations School en ce moment, les deux même, il y a un truc où c'est vraiment genre orienté féminin, organisation, planifié, productivité, mais vraiment genre femme. Le deuxième s'appelle Adonis Gang. C'est des mecs avec des cagoules, torse nu, qui font des pompes, qui se rappellent qu'être un homme, c'est dur. On en est là. Bien. On en est là. Non, mais, bien, donc bien. en fait, on est autour du 13e siècle, à peu près. Et au final, School ne propose aucune alternative au système éducatif actuel. C'est juste des mecs qui font des formations sur une nouvelle plateforme, Pour l'instant. pour l'instant. Avec l'aspect communautaire, quoi. Avec l'aspect communautaire. Qui est très cool. Que ça. Et pour le coup, ils sont nombreux sur ce marché au final. School étant, J'y suis. voilà, Oui. le plus visible. Non, je veux dire côté logiciel même. Ah oui, pardon. Voilà. Oui, bien sûr. Même marché français, il y a aussi des acteurs. Il y en a plein. Donc, hyper intéressant. Du coup, je te réponds sur ton point. En vrai, c'est quand même un millefeuille de sujets. Il y a plein de sujets à aborder dans ce que tu as dit. Il y a la raison perso, un peu ikigai. Il y a la raison de ce qui m'intéresse vraiment. Il y a la raison on va dire du total addressable market, tu vois, genre TAM, genre faire de la formation, etc. Ça n'a rien à voir avec faire un hébergeur, qui est vraiment le goal ultime, en fait, de ce que je fais. Il y a la raison de c'est quoi ton objectif. Est-ce que c'est vraiment de maximiser tes revenus perso? Est-ce que tu maximises autre chose que les gains perso? Et donc, tout ça, du coup, ma recette à moi, à la fin, ça fait que aujourd'hui, je suis très content de bosser sur du software. On pourrait se dire que c'est l'évolution naturelle de gens qui sautent et qui vont pas au bout de la formation, tout ça. La vérité, c'est qu'on n'est pas non plus super nombreux à faire ça. C'est-à-dire que tout le monde en parle, mais peu de gens le font. Donc, j'ai l'impression que quand je regarde autour de moi les formateurs, etc., la plupart des formateurs que je connais, ils sont toujours formateurs depuis l'Antiquité et ils restent formateurs. Et ensuite, quand il s'agit de maximiser leurs revenus, c'est de maximiser leurs revenus de formateurs, de baisser les coûts éventuellement. Il y a des petits sas quand même. Tougan, Ouais, Stan. il y en a, mais il y a des petits. Ouais, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. On parle vraiment de finalement, t'en as quelques-uns qui sont très connus, qui sont très smart, je trouve, mais t'en as pas tant que ça, en fait. Et ça reste un challenge qui est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est une évolution qui est assez naturelle, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté no limit, si tu veux. C'est vrai que le software, du coup, c'est distribution limitée, c'est toucher le monde entier, et c'est créer un produit qui ne dépend pas de ta personne, etc., etc. D'accord qu'on peut le faire aussi avec de la formation. À voir sur les sujets. C'est pas toujours évident. Tout ce qui est business en ligne, je pense que ça marche moins bien, pour les conditions initiales, en tout cas. Faire une école, vraiment... En général, c'est quand même vachement attaché à ta personne, business en ligne. C'est pas de la compétence professionnelle de base. Donc moi, ça marcherait bien, effectivement, WordPress. Ouais, totalement. Donc, au final, j'ai dit, il y avait tous ces sujets, j'en ai adressé aucun. Mais finalement, il peut y avoir le sujet déjà un petit peu ikigai. Je l'ai dit juste avant, mais j'ai commencé à faire du software. Je trouve ça vraiment génialissime. Ça m'intéresse beaucoup plus dans mon quotidien, au jour le jour, mon travail, aller dans Notion, maqueter des choses, décider de quelles nouvelles features on va implémenter, etc. Et le potentiel aussi, tout ça m'enthousiasme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ça fait une différence énorme avec la formation. Okay. La formation, aujourd'hui, c'est quand même très incrémental. Aujourd'hui, dans ce que je fais, sans parler d'école et tout, admettons que je vais gagner plus, l'année prochaine, je vais gagner encore 15-20% de plus, etc. Ce qui est énorme pour un marché. C'est énorme pour une TPE, c'est bien. Mais pour un SaaS, pour une startup, c'est nul. C'est quasiment comme si tu n'existais pas et que tu étais mort. Le principe du startup, ouais. Voilà. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces petits jeux d'échelle-là. C'est d'aller chercher quelque chose dans lequel il peut y avoir une exponentielle, d'aller toucher le monde et d'être capable de distribuer un seul produit 1 million de fois sans que moi, j'ai rien à faire à part avoir des équipes et des systèmes en place. Et quand je dis rien à faire, c'est pas pour ne rien faire, parce que c'est pas ça que j'essaie de maximiser. Mais en fait, je trouve que ça m'intéresse juste beaucoup plus. Il y a cette volonté un peu candide de vouloir changer le monde. J'ai vu un marché, l'hébergement, ça fonctionnait comme ça. Je me suis dit, c'est pas bien, c'est nul. J'ai envie que ça fonctionne autrement. J'ai essayé de faire différemment. On se lance avec nos forces et nos faiblesses et on fait évoluer le produit petit à petit. Et j'ai pas cette énergie-là. Je l'ai de moins en moins. Je vais la garder de moins en moins au fil du temps dans la formation. C'est évident parce que je donne beaucoup plus de ma personne et ce côté, j'ai envie de transmettre. C'est ce truc-là qui doit rester quand tu es formateur. J'ai envie de transmettre. C'est toujours là. Mais pour combien de temps? Et je vois que ça s'effrite au fil du temps. À chaque fois que je me dis, je dois refaire des formations, etc.,
Du coup, toi, tu m'as dit justement créer une école et tout. Mais tu vois, les premières expériences que j'ai de déléguer aussi de la création de formation. Non, les premières, c'était très bien. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Ça s'est pas toujours très, très bien passé. Et je vois en fait tous les challenges que ça représente. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est des challenges qui m'intéressent à relever ? Non, ça me fait chier. J'ai pas tellement envie, en fait. Okay. Donc, moi, et je vais peut-être en venir à la question que je voulais vous poser, parce que j'étais curieux d'avoir votre avis. Ça fait un petit peu du building public, finalement, du coup, mais en fait, je réfléchis toujours en coût d'opportunité et je me demande juste si je perds pas mon temps à me poser les questions de comment remplacer mes revenus de formateur sur le court terme. Quand je dis court terme, c'est par exemple à 1 an, par des revenus software. Donc, software, c'est quoi ? C'est des extensions, ce que je mentionnais en début de podcast, notamment. En fait, je trouve qu'il y a des normes pour, il y a des normes contre, parce que j'ai envie de plus avoir à faire de formation. En plus, ça libère une quantité d'énergie phénoménale pour moi sur YouTube, où je peux être beaucoup plus généreux, beaucoup plus gratuit, toucher beaucoup plus de monde, et donc vendre toujours plus des softwares que j'ai créés. Donc, je trouve qu'il y a un cercle vertueux qui peut se créer là. En plus, j'ai une première expérience. Maintenant, je sais ce que c'est que de bosser dans le software. Je trouve ça trop bien. Je sais faire. Donc voilà, j'ai encore des trucs à apprendre, mais c'est pas pareil que ta première fois. C'est pas le niveau 0. C'est pas le niveau 0. Mais en fait, là où je vois des soucis à adresser ou des questions à adresser, c'est que déjà, premièrement, le software, les extensions, c'est pas complètement passif, quoi. C'est-à-dire que même si je génère X dizaines de milliers d'euros en lançant une app, une extension, ces dizaines de milliers d'euros-là, c'est du capital à disposition pour continuer de développer l'app. Tu vois, les formations, une fois qu'elle est créée, elle est là, elle reste au catalogue. Ouais. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Mais l'application, l'extension, dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de moi. Beaucoup moins de moi. Sans compter que j'ai plus envie de bosser là-dessus. Alors que la formation, ça dépend totalement de moi. Donc ça, c'est un truc qui m'embête beaucoup. En fait, j'aimerais bien ne plus avoir de faire de formation parce que j'ai de moins en moins envie de les faire. Même si pour l'instant, ça va, mais de moins en moins. Et ça dépend énormément de moi. C'est aussi assez capé en termes de potentiel sur ce que je fais par rapport à mon marché et ce que je peux atteindre, etc. Alors que les extensions, il y a ce côté conquête. Ce côté un peu Age of Empires, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, dès que j'ai fait une extension, j'ai plus de frontières. Plus aucune. C'est-à-dire que là, vraiment, moi, le marché US, je le connais bien aussi sur WordPress. Le jour où j'ai une extension, en plus, on bosse forcément en anglais dessus en premier lieu. Et du coup, j'ai vraiment plus aucune frontière, quoi. Je peux aller attaquer le monde entier. Et en fait, je n'ai aucune idée de mon potentiel. Je ne sais pas si en lançant une extension, parce qu'il y a toujours un effet d'annonce quand tu lances un truc avec des tarifs early bird et tout. Et je me demande si ça, avec notre force de frappe marketing sur moi, mon audience, mon reach, plus le marché US et tout ce que je connais en général du marché WordPress, sans frontières, sans barrière de langue, etc. Je me demande si ça, le potentiel n'est pas beaucoup plus élevé, me permet d'aller beaucoup plus loin et de m'affranchir très vite de la formation. Et qui dit pas de formation, dit vendre encore plus d'extensions et d'hébergements, parce que grosses vidéos YouTube, etc. Et ça, je kiffe pour l'instant, continuer de donner sur YouTube. Voilà un peu ma question. J'ai un premier élément de réponse. Et n'hésite pas à poser d'autres questions si tu penses qu'il te manque quand même. C'est une question. Et c'est une question. Parce que je me dis, il a dû vous manquer des infos. On est amis, toi et moi. Aussi. Ouais. Donc, mon rôle, c'est aussi de te challenger sur un truc. Vas-y. Sur plusieurs trucs. Et là, il y a un truc un peu général. Ouais. Qui m'apparaissait au fur et à mesure du temps. Et où j'ai mis des mots dessus. Est-ce que. Et essaie de répondre. De manière concise pour qu'il y ait un ping-pong si jamais... Oui, de manière concise. Okay. Si jamais il y a un ping-pong pour que je précise ce que je veux dire par là, dans le cas où c'est négatif. Est-ce que tu as parfois l'impression, ou est-ce que tu te poses la question du moins, d'avoir le syndrome de l'objet brillant dans ta thématique à toi ? Oui. Je suis obligé de donner une réponse concise. Relativement concise. Ouais, c'est pas évident. On m'a déjà fait la remarque. J'en ai parlé avec un concurrent à moi. Je lui ai dit pour les extensions et tout. Je lui ai expliqué du coup en plus que du coup il y avait des synergies intéressantes même avec mon hébergeur et tout, parce que c'est des produits qui se répondent, qui se complètent en termes d'offres et tout, c'est intéressant. Et il m'a posé la question du coup, tu penses pas que tu vas perdre ton focus, etc. Du coup je lui ai répondu non cash, et après avec du recul j'ai réfléchi, je me dis ouais je sais pas trop en fait, c'est pas j'ai évident. Plus d'éléments que lui qui me font poser cette question. Okay. Je pense à d'autres trucs que tu as lancés en parallèle juste pour tester, ou d'autres trucs où tu te dis peut-être que ça... Je pense que tu vas trop loin dans ton interprétation, de mon point de vue. Ouais, mais si j'allais pas trop loin, est-ce que ce serait pas pile la bonne définition du syndrome de l'objet brillant, justement, de tester un truc, puis en fait, ok, bon bah ça va marcher, bon bah du coup je fais ça. C'est pas, par exemple, est-ce que en lançant Copilot, tu te serais dit mais il a le syndrome de l'objet brillant ? Non, parce que tu l'as dit toi-même, c'est une évolution.
Ouais, bah, c'est l'évolution. En fait, c'est le seul truc qui compte à long terme. Mais du coup, la question, c'est pour ça que je me demandais si c'était une bonne idée ou pas. C'est parce que moi, un MVP d'extension, je peux faire ça en 2 mois, quoi. Ça va assez vite, en fait. Et la question, c'était comment je fais pour remplacer mes sources de revenus aujourd'hui qui financent absolument tout ce que je fais, y compris Copilot, qui dépend de ma première boîte. Je ne peux pas faire autrement. Et donc, je me demandais si je ne pouvais pas, sur le court terme, remplacer les formations par des extensions. C'est ça le fond de ma réflexion. Du coup, j'avais envie de voir si c'était possible ou pas. Enfin, je me posais la question. Moi, le premier truc est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai pensé dans ma tête aussi, syndrome de l'objet brillant. Ouais, mais parce que même moi, on n'était même pas le premier à me poser la question, tu vois. Donc, les gens, ils pensent et tout. Je vois pourquoi les gens disent ça. Je trouve que la réponse n'est pas si évidente. Si elle vous paraît évidente, je suis tout oui. C'était pas là où je voulais en venir. Moi, ma question, c'était est-ce que tu as déjà pensé à sonder ton audience pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils seraient prêts à acheter, de quoi ils ont besoin? Des extensions Extensions ou autres. Et plus en profondeur qu'une story, je veux dire. Elle veut dire. Oui. Attends. Genre un vrai sondage, un vrai sondage truc, Tally que t'envoies à tout le monde sur une semaine, un max de réponses, un cadeau à la fin, un truc où vraiment t'obtiens de la donnée en masse. Mais du coup, dans quel but? Qu'est-ce qu'on... Dans le but de savoir vers quoi tu vas pour remplacer. Ah, donc votre point, c'est je peux remplacer, parce que du coup, je sais pas si ça répond pas à ma question. Moi, mon point, c'est... Tu peux, et si tu as envie, de toute façon, tu vas te diriger, je pense, naturellement vers ça. Ou pas, ça dépend. Je suis vraiment très hésitant. Okay. Moi, c'est une vraie question sincère. J'ai pas déjà décidé et je fais semblant de vous poser la question. Moi, si je fais une réponse très, très, très concise, je pense qu'il ne faut absolument pas remplacer. Tu le maîtrises, même si ça te fait chier, tu baisses de 20%, tu conserves 80% des résultats, t'attends que Copilot marche, tu bascules. Ouais, bah, c'était mon point, quoi. C'était le sujet. Je pense que c'est tout ce qu'il faudrait faire. Parce que si tu mets de l'énergie... Le volume pour Copilot, en tout cas, il faut qu'il soit hyper important avant de vraiment gagner de l'argent. C'est pour ça, je me demandais, je me suis dit, toute l'année 2025, de toute évidence, ça va toujours dépendre de mes autres sources de revenus, tu vois, avant de vraiment monter. Le problème, c'est que c'est pas sûr. C'est que si tu mets de l'énergie là-dedans, et que pour n'importe quelle raison, comme ça peut arriver à d'autres personnes, on en a parlé récemment, ça ne marche pas pour une raison qu'on n'a juste pas anticipée parce que le marché... La première fois, tu es un peu emmerdé, tu te dis non, mais c'est pas grave, c'est juste un test, tu reviens un peu sur la formation, mais du coup, tu es dégoûté. Au fond de toi, tu te dis merde, j'avais quand même un peu prévu de moins faire de formation, tu te dis bon, c'est pas grave, j'y retourne. Puis après, tu te dis bon, en fait, je vais faire une deuxième extension parce que ça n'a pas marché pour telle raison. Puis tu retentes, et là, ça remarche pas. Et là, même si on se dit non, mais c'est pas grave, c'était juste un deuxième test, tu reviens sur la formation, mais là, ça commence à te faire chier. Parce que tu te dis, ça fait 2 fois que j'essaye de partir et je peux pas trop. Et si de l'autre côté, tu as mis tellement d'énergie là-dedans que Copilot, tu as mis un tout petit peu moins d'énergie et que ce tout petit peu moins d'énergie fait que Copilot part pas aussi bien et du coup, tu te retrouves dans un truc où... Alors que si tu conserves ce qui marche actuellement, tu fais tourner avec un tout petit peu moins d'effort, mais qui fait tourner quand même, webinaire par exemple, et tu mets toute l'énergie possible là-dedans, tu conserves ces 2 trucs-là et tu feras la bascule quand elle sera possible. Je pense que c'est plus safe. C'est vrai que tu n'es pas obligé de continuer à construire des nouvelles formations. À tous les deux. Tu peux effectivement faire un webinaire 1 fois par mois et faire peut-être 80% de ce que tu faisais avant, mais pour 20% de travail comparé à de avant. moins, ouais. Enfin, 20% en tout comparé Non, parce que 20% tout, c'est pas possible. Pas pour 80% des résultats, mais 20% de moins pour 80% ça des peut, trucs. si le webinaire est très bien, non, mais je peut. vois l'idée. Enfin, tu vois, autre chose, quoi. Moi, je suis pas complètement aussi radical que Louis. Comme je me dis qu'effectivement, s'il y a un truc qui te fait envie, c'est dommage de pas essayer. Mais je pense vraiment que cette idée de sonder l'audience est importante puisque t'es pas sûr à 100% que, parce que ton audience actuelle achète des formations, t'es pas sûr à 100% que peut-être la proportion qui serait prêt à acheter ton extension ou un truc comme ça, tu vois, et celle que tu penses, plus éviter tout ce qui peut être un peu barrière à l'entrée. Ce sur quoi, sur Copilot, vous vous êtes retrouvés confrontés, à savoir des gens qui avaient déjà payé un plan de 2 ans sur un hébergeur. Ça, c'est pas... les enjeux sont différents. Je vois ce que tu veux dire. Le fait de sonder l'audience évite un peu les... Il y a ce qu'on appelle le switching cost, quoi. Mais j'en ai un est très important sur l'hébergeur. Les extensions, c'est un peu différent. Il est moins important, mais il existe un petit peu, pas forcément, ça dépend des extensions. Pas forcément dans la durée, mais dans l'utilisation. C'est-à-dire que les gens sont habitués, quoi. Donc même s'ils font passer à autre chose, beaucoup de gens se disent bah oui, mais moi ça me va très bien en fait. Ouais, mais on n'a même pas parlé des sujets d'extension que j'avais en tête et je pense que ça va ennuyer les gens si j'en parle. Certes, mais du coup là le premier truc à faire, c'est sonder. Si tu le fais, c'est assurer vraiment tes arrières à ce niveau-là. Sonder et sonder en masse. Un truc où une semaine, à la fin, il y a un gros cadeau, peut-être un coaching avec toi pour maximiser le nombre de personnes, ou top 3 des cadeaux, tu vois, je piochais au hasard. Nous, c'est ce qu'on a fait pour notre formation SEO. On a sondé tout le monde et quelqu'un a gagné une formation après. On a et plus tout. de 200 réponses, c'était... les gens écrivaient des pavés pour le coup. Je vois totalement, mais je pense que vous êtes allé plus loin dans la réflexion un peu entonnoir du truc. Moi, c'était pas le choix du produit, mais plus la réflexion un peu macro. Genre, est-ce que faire des extensions, c'est une... Toi, du coup, t'as donné ton avis et t'es plutôt d'accord avec Louis aussi au final sur...
Enfin, plus mesuré, tu disais. Moi, je pense qu'elle est pas si bas dans le tunnel. Je pense que ça se tente. Non, mais toi, tu disais le choix du produit, mais c'est un autre sujet que celui que je voulais Non, mais pas forcément le choix du produit. Le sondage, c'est pour savoir. Ouais. En fait, c'est pour savoir l'idée. C'est pas forcément savoir le choix du produit. C'est savoir l'idée. C'est tester un truc hyper large. Ou valider une idée. Parce qu'il y a toujours une idée de produit. Enfin, là, on parle, je peux lancer n'importe quoi. Il y a genre 1000 idées différentes. Donc, je pense qu'il y en a forcément une qui est bonne, mais c'est pas forcément la mienne. Il faut pas que ça vienne de toi. Ouais, mais ça, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un autre sujet. Ça peut être tester une idée, valider. Parce que des idées, j'en ai déjà plusieurs, du coup, et je pense qu'on va pas en parler. Mais... Non, bien sûr. Mais savoir quel budget ils sont prêts à allouer dans une extension. Toutes ces petites questions, tu vois. Et pas que extension. J'ai déjà même une grille de critères de plein de choses sur le choix des premières extensions. J'avais des trucs hyper intéressants et tout. Mais voilà. T'as rien à perdre à faire ça, je pense, et à voir en fonction des réponses que t'as. Demander peut-être autre chose aussi. Oui, peut-être autre chose. Après, imagine, tu laisses une case à la fin et tu dis est-ce que vous aimeriez voir autre chose, et genre 90% des gens disent ah oui, tel sujet de formation. Oui. Et en fait, c'est pour ça que je dis c'est pas le sujet que je voulais aborder. Si on parle d'autres sujets, des idées de formation, je sais très bien ce que les gens veulent. Je le sais déjà, j'ai même pas besoin d'un sondage. Je connais tellement bien ce marché. Et j'ai les 2-3 prochaines idées de formation, si je devais juste prendre les meilleures formations possibles qui se vendent le plus au monde, je saurais déjà lesquelles faire quasiment à une près. Sur les 3, il y en a 2, je saurais déjà, et tu vois. Et si l'objectif c'est faire entrer du cash pour mettre dans Copylost, bah du coup le plus naturel serait d'aller vers ça. Si Copylost est le vrai objectif, du coup il faut rationaliser l'actuel, faire ce qui marche. En plus ça sert les gens, tout bénef. Et du coup après ça permettrait d'embrayer. C'est vrai que ton véhicule moteur pour faire ça, c'est peut-être pas effectivement les extensions, mais les webinaires. Bah, ouais. La vraie question peut-être à laquelle je pourrais répondre, c'est si jamais j'avais déjà cash illimité pour Copylost, est-ce que je voudrais faire des extensions ? Est-ce que ça aurait du sens quand même dans une stratégie long terme de tout ce que j'essaie de bâtir ? Et en fait, si Copylost est vraiment gros déjà, la réponse est probablement non en fait. Mais c'est pour ça que je vous dis que l'idée c'était du cash flow court terme. L'horizon était différent. Il y a l'horizon court terme, l'horizon long terme. L'horizon long terme reste Copylost. L'horizon court terme cash flow aurait été remplacer des formations par autre chose dans l'idée. Mais après, ce remplacement fait que j'ai quand même construit une entreprise. J'ai quand même un actif. J'ai quand même un truc qui dépend pas d'Alexis FH, etc. C'est pour ça que je disais il y a des avantages, je trouve, à faire du software. Et puis il y a des inconvénients qui est aussi un peu un coup d'opportunité sur le fait qu'effectivement, c'est pas vraiment l'objectif. Donc juste fais pas ça. Garde les formations le peu de temps que tu as besoin de les garder. Et puis passe à autre chose après. Qui est votre point du coup ? J'ai l'impression que c'est le plus pertinent. Et surtout, juste, en fait, c'est une question d'objectif. Si l'objectif c'est ça, il faut aller au truc le plus sûr. Et le truc le plus sûr, c'est ça. Okay. Ouais. Est-ce que c'est l'avis du public ? Ok. Très bien. On devrait avoir plus de discussions de ce style-là. En public, après, je sais pas. Ça peut être intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé, en tout cas. Parce que là, on était vraiment dans... Clairement, c'était le coaching, petite séance coaching, filmée, intégralement filmée, build-in public. Et puis, pour les gens qui suivent mon travail, après, ça vous permet de voir un peu mes réflexions. Voilà. À voir, du coup, comment ça évolue tout ça. Bonjour, Victoria. Oula. Bienvenue dans ce podcast. Bienvenue dans le podcast entre deux, du coup. Non, je plaisante. Non, mais on avait prévu de faire une toute petite intro. On l'a fait au bout d'1 heure, mais c'est pas très grave. Ça fait 1 heure, là. C'est toi qui as démarré sur les chapeaux de roue. Ouais, mais c'était bien, c'était très bien. Ça fait 1 heure, ouais. On est dans un studio, pour une fois, Alexis. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, en physique, absolument. Ça fait du bien, je trouve. On sent qu'il y a quand même une autre dynamique. C'est très différent. Et même la qualité de la production générale. Multicam, belle qualité, dynamique différente. Non, tout est vraiment différent. C'est sûr d'ailleurs qu'on serait le plus gros podcast devant Joe Rogan, je pense, sur Terre, si jamais on continuait de filmer. Certainement. Il n'y a aucun doute. Personne ne se pose la question. D'ailleurs, j'invite Donald Trump. Si jamais il veut venir sur Entre deux, c'est un plaisir. Pas moi. À tes fins. Oui, parce que je pense qu'il est défrayé et tout. Ouais, évidemment. Aux frais de WP Origami, finalement. Pourquoi pas ? Dans ce cas, si vous me laissez faire une petite sponsor avant, ça me va. On comprend. On est ensemble à Dubaï pour un podcast, pour une semaine aussi. Une semaine dans notre vie, un peu. C'est vrai. Une semaine dans la vie de Louis Streif. Exactement. Ça fait 7 mois qu'on est là. 7 mois depuis quelques jours. Toi, ça fait en tout 14 jours peut-être passés.
à Dubaï. Sur les territoires. Peut-être un tout petit peu moins. Ouais, j'ai passé une semaine 2 fois dans l'année du coup. Hein. J'ai passé une semaine en janvier. C'était la première fois que je découvrais Dubaï. On a fait un podcast d'ailleurs, on vous fera sûrement un lien si vous voulez, le premier épisode qu'on avait tourné dans ces conditions. On fera un petit lien qui apparaîtra à l'écran et vous pourrez voir nos premiers ressentis à Dubaï. Et depuis, vous êtes installés. Tout à fait. Nous pas. Mais là, du coup, on est revenu pour une deuxième semaine. Mais c'est intéressant de voir aussi les évolutions des perceptions d'une ville de manière générale, sans parler d'ici, mais ce serait pareil à peu près n'importe où. Avec ce truc, je trouve que tout le monde sait, mais dont personne n'a conscience de la différence de la perception que tu as quand tu y vis et quand tu y vas en vacances. C'est différent en fait, mais c'est juste impossible d'en avoir conscience quand tu viens en vacances. C'est-à-dire que même si tu le sais, nous on va à Séoul dans quelques semaines, on sait que la perception qu'on va avoir sera différente de si on y habite. On va quand même essayer d'avoir 1 ou 2 après-midi un peu normales où on prend nos ordi, on va dans un café, on bosse un peu dans le logement qu'on a pris et tout. En fait, c'est quand même pas pareil. C'est pas pareil, ouais. Parce que le corps s'acclimate, le cerveau fait plein d'associations. C'est qu'au départ, en plus, tu as tendance à aller vraiment vers les lieux incontournables, donc les endroits touristiques, etc. Et puis plus tu passes du temps, plus tu évites ces endroits touristiques. Et donc naturellement, tu sors plus aux mêmes heures, tu vas plus au même endroit au même moment, etc., etc. Donc c'est forcément différent. Ouais. T'as pas la même vie. T'es obligé la première fois que tu viens d'avoir un comportement de touriste. Parce que sinon. Parce que t'es un touriste. Ouais. Donc c'est normal. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de faire du repérage, peu importe où tu veux partir vivre sur Terre, mais vraiment essayer de t'acclimater un peu. Idéalement, au plus proche, ce serait quand même prendre un Airbnb et voir un peu comment ce serait au quotidien, quoi. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est indispensable. Ouais. Beaucoup de gens, je pense, que ce soit ici, mais même ailleurs de manière générale, dans notre génération, se disent je veux partir. Donc ils se retrouvent en Europe de l'Est, dans des endroits où il fait beaucoup trop chaud pour eux, ou dans des endroits beaucoup trop humides pour eux, en l'espace de 3 semaines. Et je pense qu'il doit y avoir un truc dans le cerveau. J'aimerais bien parler avec ces gens-là, pour savoir un peu en fait, comment ils le vivent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Est-ce qu'il y a un biais de confirmation, tu vois ? Est-ce qu'ils se disent, bon, bah là, je suis là, donc... Et tu parles de personnes qui s'expatrient ? Ouais. Ok. Des gens qui s'expatrient trop rapidement, sans se poser ces questions, sans prendre un Airbnb, comme il a dit, sans venir visiter avant. Non, mais souvent, ils vont moins loin, donc les conséquences sont moins... Oh, il y en a qui partent à Bali, hein. Ouais. Il y en a qui partent à Bali puis qui se rendent compte que c'est mort 6 mois de l'année et que les autres 6 mois de l'année c'est 2 fois plus cher et qu'il y a 10 fois trop de gens. Ils se disent C'est le cas aujourd'hui en tout cas. Ouais. C'est le cas maintenant en tout cas. Est-ce qu'il y a un biais de confirmation, tu vois ? Est-ce qu'ils se confirment eux-mêmes qu'ils sont bien là, puis ils finissent par trouver, puis ils se disent bon bah enfin voilà quoi, je suis là. Ou est-ce qu'ils rentrent en fait ? Ah non, je pense qu'ils rentrent. Hein. Ouais, moi je pense qu'ils Il y a rentrent. plein de vidéos YouTube. De... Il y a plein de vidéos. Hein. Oui, j'allais dire ce que j'allais dire. Peut-être pas un phénomène de Bali, mode, mais genre en fait je rentre. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu un mec qui était en Estonie 3 ans et il dit en fait je rentre, c'est terminé. J'ai l'impression que c'est une étape. C'est une étape Bali pour plein de gens. Ouais, Bali, ouais. Il faut 1 an à Bali avant de... Vous n'êtes pas passé à Bali ? Non, on n'est pas passé à Bali, c'est trop loin. Bon, en vacances, vous irez. Je pense. Je pense qu'on ira. Ça a l'air sympa. C'est évidemment pas plus loin que le Japon. Donc ça a l'air très chouette. Non, on ira en vacances, c'est sûr. À un moment, c'était sur la liste des pays où on voulait habiter. Et en fait, c'est pas possible. C'est le seul. C'est pas la même énergie, hein. Pas du tout. On n'a rien à voir. On a très bien trouvé notre énergie. On n'a pas du tout l'énergie Bali. Et c'est le seul pays du monde où tu peux pas venir avec un chien. Donc ça, en fait, c'est pas posé de questions. On a appris ça, on s'est dit ok, suivant. Donc non, effectivement, l'énergie ici de cette grande ville est beaucoup plus adaptée. On est plus citadin que. Beaucoup plus. Vous êtes plus gratte-ciel. Ouais, bah ouais. Plus gratte-ciel, plus citadin, plus propre, moins roots. Dénué d'insectes. Comment vous décririez Dubaï en 3 mots chacun ? Vous avez 3 mots pour décrire Dubaï ? Moi j'ai futur qui me vient direct. Futur. On en fait un chacun ou t'en fais 3 ? J'en fais 3. Vas-y, fais les 3 toi. Je dirais futuriste. Safe. Hein. Et le dernier, j'hésite entre plusieurs. C'est difficile d'en citer que 3. Essaye de trouver un truc qui en mélange 2, soit qui est ce qui ressort le plus dans ton quotidien. Bon vivre. Ok. Je pense qu'il manque un mot. Ah non, pas non. Non, tu l'as dit en anglais. Ah bah, excuse-moi, oui, c'est moi l'anglais, tu sais. tu sais, l'anglais à Dubaï, c'est pas non plus ce qu'on pense. Hein. Voilà. Moi, en tout premier, je dirais chaleureux. Ouais. En deuxième, je dirais simple. Histoire de bien faire chier tous les gens qui regardent et qui disent « ça, il dit n'importe quoi ». Et en troisième, je dirais... c'est dur en troisième, effectivement. J'ai pas envie d'aller sur tous les trucs bateaux. J'ai dit chaleureux et simple, donc je vais déjà devoir me justifier. Mais gentil. En troisième, je dirais
Ouais, bon vivre, je vois ce que tu veux dire. Il fait bon vivre, quoi. Il fait très bon vivre. Ça englobe la météo, la gentillesse Chaleureux, des gens, simple. la simplicité un dans peu tout. trop bon vivre, même du coup, si on parle de la météo, mais. Mais oui. Un peu trop, oui. J'ai un truc un peu de. Ouais, moi, j'irais. Pour aller un peu plus dans le détail de par rapport à ton mot safe, moi, j'irais safe place. C'est-à-dire que globalement, si je commence par justifier le dernier, t'es pas jugé, t'es pas emmerdé. C'est safe dans le sens où c'est de la sécurité. Sécurité jamais vue. T'es dans une safe place, tu peux faire ce que tu veux, personne va être choqué, parce que de toute façon, il y a, comme dirait très bien Félix, que tu connais, il y a des managers OnlyFans et des crypto Dubaï millionnaires, donc en fait, si tu fais à peu près autre chose, personne ne sera choqué. Tu peux faire ce que tu veux, en gros, ça va choquer personne, embêter personne. Donc c'est une safe place, les gens sont sympas, bienveillants, toujours 2-3 loustiques dans le lot, mais... globalement, ce côté safe place, je le ressens énormément. Ouais. Personne ne te juge sur rien. Ça, c'est très cool. Ouais. C'est quoi tes 3 mots, toi, qui habites pas ici ? C'est une très bonne question et j'avais pas du tout anticipé que tu me posais la question. Ok, si tu veux, on justifie pendant que tu réfléchis. J'en ai au moins un premier, okay. Confort. Ouais. C'est vrai. J'en ai au moins un deuxième, Ambition. Ok, intéressant. Et le troisième je sais pas. J'allais dire cosmopolite, c'est un peu nul quand même, mais c'est quelque chose que je retiens beaucoup de la ville en fait finalement. Okay. C'est de manière générale, c'est pas juste les gens cosmopolites. Mélange de culture vraiment, la profusion à la fois de restaurants pour manger n'importe quoi et en même temps de gens pour fréquenter n'importe qui et en même temps tu vois, ça reste une grande ville qui a voulu être un peu un carrefour du monde, tu vois. C'est pas ce que je disais même la première fois que je suis venu, c'est pas un endroit où ils font énormément ressortir la culture vraiment de fond qui était là avant, Emirati. Même si elle infuse un petit peu, elle est un peu là à droite elle à gauche. Elle est un peu partout quand même. Elle est un petit peu, mais ça va, c'est pas envahissant. Elle est distillée. Ils acceptent quand même vraiment les différentes cultures du monde, les gens, les projets, les trucs. Enfin, ça se marrait bien tout ça quand même. Donc ouais, j'aurais dit quand même cosmopolite, je serais quand même resté là-dessus parce que c'est un truc que je trouve un peu marquant de la ville. Tu sors et tu vois un Indien, un Arabe, un Russe. C'est quand même un truc un peu marquant de la ville, je trouve. Ça commence comme une mauvaise blague d'ailleurs. Ça commence comme il y a un Indien, un Arabe, un Noir. Une bonne ou une mauvaise blague suivant la chute, effectivement. Elles sont souvent pas bonnes. Si jamais il y a un bip juste après, à ce moment du podcast, vous saurez ce qui s'est pourquoi. passé. Mais vous ne saurez pas du coup ce qui s'est passé. Je ne bip rien. Très bien. Moi, je dis chaleureux, ça rejoint un peu ton côté... Enfin, c'est une extension du côté... Confort ? Cosmopolite. Ah oui, d'accord. Oui. Je voulais pas dire chaleureux confort, moi je voulais dire chaleureux les gens. Ouais. Tout le monde est sympa. Tout le monde est sympa, ouais. Tout le monde est sympa. En vrai, est-ce qu'on a rencontré des gens pas sympas ? Non. Il y a des gens des fois qui font un peu la gueule, mais... Il y a des gens qui font la gueule, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Nous, on est sympa avec eux. Ouais. Les gens seraient ravis de découvrir le montant des amendes sur la route. Oh waouh, ah oui. N'hésite pas à aller les retrouver, ce serait vraiment passer un bon moment, je pense. J'en ai quelques-uns en tête. Bah, juste ceux que tu as en tête, alors fais-toi plaisir. On n'est pas à 1000 € près de toute façon. Donc, non, on est clairement pas à 1000 € près. Moi, j'ai retenu narcotique, alcool, 50 000 €. Attention, dans le cadre d'une conduite. Dans le cadre de la conduite. On est vraiment dans le cadre de la conduite. Et si vous, et petit disclaimer pour tous ceux qui vont sauter sur l'occasion et se dire « Ah, vous voyez, Dubaï, ça fait peur », c'est le seul truc qui est vraiment extrêmement puni. En fait, vous conduisez pas. Si vous voulez acheter une voiture à Dubaï, faites le calcul. Nous, on l'a fait avec une voiture pas très chère. On s'est dit une voiture à 15 000 €. Un taxi, ça revient moins cher. On s'est dit une voiture à 15 000 €, / combien ça nous coûte en Uber à l'année, / combien coûte une voiture, etc. Bref, c'est pas rentable d'acheter une voiture. Ça permet de faire vivre des gens aussi au passage. Ça permet de faire vivre des gens. Pour rentabiliser une voiture, il faudrait l'utiliser pendant des années. Des années. Donc en fait, ça vaut pas le coup. Sans compter toutes les emmerdes que tu as quand c'est ta propre voiture. Et puis le nombre d'accidents en France causés par les narcotiques et l'alcool. Titanesque, énorme. S'il y avait des amendes à 50 000 €, je pense que les gens seraient un peu plus. Voilà. Donc l'amende pour narcotique. Voilà. C'est 50 000 €. Mic drop, mais tu peux pas le dropper. Je crois que c'est jusqu'à 50 000. Non, je crois que c'est 50 000. C'est le pire. Il y a certains trucs où c'est à partir de et jusqu'à. Là, les narcotiques, c'est le pire. C'est 50 000 €. Et prison ferme ? Prison ferme, je crois que c'est 1 an. Ce qui, personnellement, c'est pas too much. Bah, je trouvais que même dans ce contexte-là, j'avais l'impression que c'était pas beaucoup. Du coup, c'est-à-dire le contexte de Dubaï, en sachant tout ça. Le contexte de tuer des gens. Oui, ça doit dépendre de la gravité de l'accident.
Si Ça dépend pas mal de l'accident. Si tu tues une famille de 5 enfants avec non, juste tuer déjà. Ok, ouais. Il y a la même chose si tu... C'est pas autant, c'est pas 50 000, mais il y a la même chose si tu traverses en dehors des passages piétons et que tu entraînes un accident. Tu prends très très cher aussi. Je sais, plusieurs milliers d'euros d'amende. Et il y a peut-être une possibilité de prison aussi. Je crois qu'il n'y avait pas de prison. Je me rappelle. Ouais. C'était hier qu'on en parlait. Ouais, c'était... Globalement, c'est cher déjà. Cher. Ouais. Tout ce qui est lié à la conduite de manière générale, c'est cher. La Et ça, c'est des augmentations. Et à la ça, négligence de manière générale. Sur négligence de manière générale. En fait, c'est extrêmement punitif. Mais c'est pas punitif sur des trucs... En fait, ce qui est puni, en l'occurrence, là, par exemple, c'est pas de traverser en dehors du passage piéton. C'est s'il y a un accident. C'est si tu causes un accident. Si tu causes un accident. Ouais. Donc, si t'es con, en fait. La nuance, elle est quand même intéressante, juridiquement. Très importante, cette nuance. Ils ont juste protégé le fait que t'es quand même un peu responsable si tu fais ça. Maintenant, s'il n'y a pas d'accident, tout va bien, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux, en fait. Pas de problème, en l'occurrence. Mais ouais, si tu provoques un accident et que t'étais en dehors du passage... Je trouvais la nuance très intéressante. Elle est très intéressante. Et elle montre, pour moi, toute la nuance que la majorité des gens n'ont pas quand ils parlent de Dubaï. Juste cette règle c'est la quintessence de la nuance. C'est pas... Ah, Dubaï, c'est interdit de traverser en dehors des passages piétons. Non, c'est si tu importunes autrui au point de faire un accident. En France, ce serait pas pareil? Si jamais tu provoques un accident en marchant en dehors du passage piéton, il se passe quoi? En France, tu n'as pas le droit. Ils peuvent te mettre une amende si tu traverses. Si tu traverses juste en dehors du passage piéton. Oui, ok. Donc la France est plus autoritaire que Dubaï. Flash news, des nouveautés sur... Non, je pense qu'on a, dans le droit français et le droit émirati, n'ont pas la même vision de la responsabilité personnelle sur ces questions-là. Ouais, tout à fait. Je pense qu'en France, c'est la responsabilité du conducteur, que les Émiratis considèrent que c'est la responsabilité de la personne qui a été négligente, ce qui devrait être le cas. Logiquement, mais oui, c'est la différence entre la responsabilité du plus faible. C'est ça, le plus vulnérable a forcément raison. Ouais. Enfin, ou n'a pas tort plutôt. Ouais. Mais, et donc, il y a pas mal d'amendes comme ça. L'alcool, c'est pareil. C'est quelque chose comme 25 ou 30 000 euros d'amende. Les feux rouges aussi, c'est un truc... Enfin, en fait, c'est que les trucs où... c'est justifié, quoi. Enfin, ça tue des gens. Ça tue des gens. Tu grilles un feu rouge. C'est que les trucs que tu n'as déjà pas le droit de faire. Ouais, après, ça dit comme ça, ok. Je pense qu'un peu de nuance aurait pu pas faire de mal sur certains sujets. Genre, drogue, ok. L'alcool, c'est facile de se dire j'ai bu, je prends pas le volant, quoi. Enfin, donc tu contrôles facilement le truc. Je peux imaginer des situations dans lesquelles, par exemple, il peut y avoir un petit dépassement ou tu vois des choses comme ça, et où là je me dis du coup c'est un peu radical sur certains sujets. C'est-à-dire un petit dépassement, tu dépasses de 10 km/h ou je sais pas, un truc comme ça. Non, mais ça tu peux. Hein. Y a rien ça à Dubaï? Non, il y a rien ça. Non. C'est même l'inverse. Il y a pas de limitation de vitesse? Si, il y a des limitations de vitesse, mais c'est comme en France, quoi. Tu le dépasses, t'as le droit de dépasser de 20 km/h ici. Ok, du coup t'en mets directement 20 au-dessus. Ouais, c'est ça. Du coup, il dirait à nouveau tu pouvais dépasser de 20 km. C'est ça. C'est qu'en fait, ils ont mis ça et tu peux faire 20 de plus que à Dubaï. C'est pas le cas à Abu Dhabi, par exemple. Mais c'est une loi d'ici, quoi. Okay. Donc, justement, ils ont pensé à ces petits trucs-là. Je sais pas ce que c'est. Et effectivement, feu rouge grillé, normalement, c'est plutôt facile à éviter, normalement. Normalement. Je dis pas oups. Oh, mince. Non, mais il y a déjà eu des cas où, tu sais, vous avez le feu orange à Dubaï? Tu sais, quand t'arrives au feu orange et que tu te dis attends, j'ai quand même le temps de passer, quoi. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a 3 feux. Soit le rouge, mais de pas grand chose. Imagine si hop, prison, tu vois, tu seras un peu con quand même. Mais tu sais pourquoi on peut pas répondre à cette question? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de voiture. Exactement. Et qu'on ne conduit pas et que du coup, on n'en sait rien. Les feux rouges sont très longs. Ouais, les feux rouges sont très longs. On teste, comme on a dit, on est une semaine dans la vie de Louis et Victoria à Dubaï. Et donc, c'est la van life, c'est-à-dire qu'on a régulièrement droit à des vannes. La vraie van life comme on l'imagine. Exactement, voilà. Donc c'est un plaisir. D'ailleurs, même pour venir... Non, on n'était pas en van aujourd'hui pour venir au studio. Non. Mais il y a très souvent des vannes, c'est un plaisir. Et c'est pas beaucoup plus cher que le reste, du coup. Pas du tout. Comparé à la France, ça n'a rien à voir. Ouais, évidemment, en plus, d'autant plus. Mais ouais, le point principal, je pense que nous, on retient ces 7 mois, qui est très court, c'est qu'on se sent à la maison. Comme je pense personne ne pourrait penser qu'on se sent à la maison. C'est juste notre vie de quartier. Les habitants de notre quartier, la maison, quoi, home en anglais, foyer, tu vois, c'est notre foyer, quoi. On se sent dans notre quartier, on se sent chez nous, complètement chez nous. Les gens qu'on croise tous les jours. C'est juste, un peu comme j'avais commencé à le dire, normal. Oui. On est juste dans une grande ville, loin. Il n'y a rien de bizarre, on ne croise pas des gens avec des caméras tous les 100 mètres. Les caméras sont interdites dans la rue, par exemple. Donc en fait, les caméras sont interdites dans la rue? Ouais, les caméras professionnelles, c'est interdit. Beaucoup de caméras, du coup, mais elles sont toujours en intérieur, ça. Les caméras professionnelles, c'est interdit dans la rue.
Et même, oui, même dans les Il buildings. y a de la vidéosurveillance. Ah, je parlais de la C'est bien- vidéosurveillance. Ah non, pardon. Oui, Mais je pense c'est que les gens ça. ont peut-être compris ça. Les du coup. gens avec des caméras Ok. qui se filment en Ouais. mode YouTube et tout. Tout ça, les caméras professionnelles, c'est interdit dans les lieux publics. Ok. Complètement. Mais non, mais comment font du coup, il y a des gens qui font des vlogs ou des trucs dans la rue quand même à Dubaï. Soit iPhone, soit toute petite caméra. Ils tolèrent les DJI. DJI, ouais. D'accord. Si vous savez pas ce que mais c'est, ça j'avais s'affiche déjà entendu juste ça, là, effectivement. une DJI. Désolé pour le monteur. Mais ça c'est autorisé parce que c'est tout petit, c'était pas vraiment caméra des pro. trucs comme ça au Non, montage. pas de pas. Et juste ici, il y a un arc-en-ciel qui s'affiche au montage. Donc là, il y a un très grand arc-en-ciel juste au-dessus de Victoria. là, comme Moi, ça. ce que j'aime beaucoup, c'est Qui que là, je sais ce qu'il y aura. Il y aura un cut. Non. Non, moi je pense qu'il y aura juste marqué non. Point. Ils font ça, des peut, fois. ça peut, ça peut, hein. Ça, c'est Ça très peut. drôle dans les vidéos. Je verrai, ça dépend de mon humeur quand je monte le podcast. Et donc, ouais, c'est plus À voir normal. si t'arrives à faire apparaître un arc-en-ciel. T'es pas trop VFX encore, non, Non. C'est pas un truc que vous avez. Non, elle a quitté. Pour le coup, elle, en termes de step, elle a genre d'abord fait du support, après un peu de forme. Non, ouais, c'est ça. Support, montage, formation. Et du coup, à chaque fois, t'es pas allé au max de chaque truc aussi. T'as pas fait le max du support, t'as fait le max du montage. Non. T'as juste sauté les. Et c'est un très bon point, si vous me permettez de m'écarter un peu de Dubaï. Écarte-toi. Je trouve en général que la plupart des freelances, tout sujet confondu, toute thématique, toute industrie, tout marché confondu, sont moyens dans tout, tout le temps. C'est-à-dire que la plupart des freelances que je côtoie pour n'importe quel sujet, c'est objectivement, tu le vois en tant que client, parce que c'est plus facile d'être objectif en tant que client, Bien sûr. tu vois bien que c'est pas la crème de la crème à chaque fois. Tu vois. Sauf que c'est le cas dans tous les sujets. Et donc, moi, il y a un petit sujet de c'est saturé, il n'y a plus de place, etc. Et à chaque fois, mon raisonnement, c'est de me dire, en fait, si vous êtes vraiment bon, c'est incroyablement pas saturé. Enfin, Ouais, vous imaginez simple. pas à quel point ça irait vite. Je le vois pour les miniatures. On a un excellent Miniamaker. Et je suis désolé, mais un mec qui apprend avec des tutos gratuits YouTube ou qui prend une formation, je m'en fiche, je fais ce qu'il veut, sur Udemy ou ailleurs, ou même une formation à 1000 €, peu importe. Hein. Si derrière, il est capable de faire des miniatures de la qualité de Miniamaker que j'ai sur ma chaîne aujourd'hui, et que le gars, il déboule sur ComeUp, anciennement 5euros.com, et qui propose pour démarrer, pour kickstarter son truc, des miniatures à 40 balles, il a du boulot tout de suite, le coco. Ouais, hein. Ça va très très vite. Hein. Ouais. Et le montage, c'est pareil. Dès que là, Le montage, on c'est a pareil. un bon monteur aussi, qui progresse vite en plus et tout. Genre des mecs qui savent faire ça. S'ils débarquent avec un prix correct au début, juste pour kickstarter, avant de monter tes prix, tu vois, mais juste pour avoir vite un portfolio, vite trouver des clients et tout. Si tu te formes vite et que tu es vite bon dans ce que tu fais, ça va super vite. Donc en fait, la concurrence, elle est uniquement entre les gens moyens. Bah oui. Elle n'est pas entre le top 1% de rien du tout. C'est À chaque jamais- fois que tu es bon, ça va vite, quoi. Tu trouves des clients, tu vois bien que les relations commerciales, professionnelles, vite les gens veulent t'avoir dans leur répertoire. On fait vite appel à toi, on te recommande Je vite, recommande très bien. on te garde. Enfin, juste, ça change tout. Moi, je l'ai vu dans plein de thématiques. C'est pareil avec même des trucs un peu basiques de la rédaction, etc. Quand je dis basique, c'est-à-dire on imagine qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence, objectivement, mais en fait, je pense que si tu as un excellent rédacteur et que tu te démarques de certaines façons, je pense que ça peut aller assez vite, en fait. Sur les plateformes, typiquement, Freelancers, Malte, etc. Ouais. Tu vois. Puis après, le bouche à oreille aussi fait son. Ouais. Bouche-oreille fait beaucoup son Ouais. effet quand t'es bon. Ouais, Parce bah que, qu'en fait, quand t'as besoin Beaucoup. d'un service, tu connais des gens qui ont besoin de ce service, quoi. oui. Ouais, carrément. C'est ce qui s'est passé entre nous. Mhm. On s'est échangé des prestataires, on a Monteur, tissé chacun des Miniamaker. prestataires de notre côté. Oui, On a fini par en avoir en commun. Mhm. Parce qu'en fait, juste ils sont bons, quoi. Genre, c'est littéralement ça. Il a eu, je pense, à un de nos monteurs, en l'occurrence, Ouais. il a 0 coût d'acquisition pour t'avoir. Ouais, absolument. Je l'ai eu, Ouais. je te l'ai dit, tu l'as pris. C'est passé pareil pour d'autres trucs. Et en fait, soyez bons, quoi. Enfin, au bout d'un moment, ça devient pas compliqué. C'est tout le temps ça. En plus, on me dit toujours Soyez meilleurs. c'est saturé. Ouais. Et moi, je suis là en tant que prospect. J'ai l'impression d'être un pigeon dans la rue qui se balade où tu vois, n'importe qui peut vouloir m'attraper. Tu vois. Moi, je suis là et je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, je sais pas avec qui bosser pour plein de Ouais. sujets. On cherchait des freelances sur divers sujets. Mhm. Et à chaque fois, c'était pas évident, je Ouais. trouvais, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. Voilà. Mais en vrai, c'est marrant à quel point il y a des marchés saturés. Et pourtant, nous, on est là en tant que client. Des fois, on sait pas où aller, où les trouver. Et des fois, on passe une petite annonce et il y a personne. Ouais. Tu vois, c'est assez étrange. Donc, Ouais. ouais. Après, marché saturé, je trouve aussi qu'il y a quand même une part de marché qui n'est pas prise, qui est celle du montage et de la miniature rapide, Et pas cher. pas chère, et pas donc Et avec pas une nul. prestation pas très compliquée, à savoir juste sur une vidéo quelques cuts et puis une miniature qui ressemble un peu à quelque chose. Ça n'existe pas. J'ai l'impression que Ouais. soit t'as rien, soit tu rentres dans des processus où tu es onboardé sur un truc, Ouais, tu mets 10 jours à avoir ton Soit machin, t'as tu as rien des parce que t'es montages pas très bon avec en des plus. tarifs à la minute.
Ça, c'est lunaire pour moi. Ouais, Mais ça, je suis où, pas fan non plus, je trouve ça bête. c'est sur les trucs vraiment plus haut de gamme, iProd, quoi. Bah, C'est genre ouais, vraiment mais des trucs pas très toujours, montés, très travaillés, Non, etc. j'ai l'impression que tout. C'est parce qu'ils ont appris peut-être ce business model, ils se disent c'est Ouais. comme ça qu'on fait. C'est ça le problème. Ils Il ont est appris là. le ça, problème. et du coup, C'est que tout le monde s'aligne sur ce truc-là. Ouais. Et pour moi, il y a des gens qui ont. Il y a- Typiquement, nous tous, quoi. On a galéré à trouver un monteur pendant longtemps. Un monteur qui, pour des tarifs raisonnables, faisait du travail bien. Et pas pour un truc trop compliqué, juste à savoir monter une vidéo tuto et faire une petite intro un peu dynamique. au final, le tarif n'est pas raisonnable. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. mais C'est plus raisonnable que les autres qu'on a eu. Ouais, c'est vrai. Ah Nous, ouais. Oui. Ouais, parce que nous, on Là, a eu plusieurs qui c'est un font. bon tarif pour moi déjà là. hein, du Nous, coup. on a eu plusieurs qui font le même type de presta. Ouais. C'était beaucoup plus cher. Vraiment. Tu doubles Vraiment beaucoup et plus tu cher. sentais en plus qu'ils avaient d'autres gros clients chez qui ils passaient un peu plus de temps, quoi. Nous, on sentait que c'était le truc à faire vite fait à l'arrache Ok, le dimanche ouais, soir. ça, c'est pas agréable ça. Quand tu c'est payes pas 350 cool, un ce que tu te dis, montage et enfin. qu'il y a 2 petites animations de motion design. Et puis c'est qu'on a été freelance, C'est un peu abusé. toi moins longtemps, mais quand même, tu Ouais, vois très bien, t'en côtoies et tout. Moi, je l'ai été. Toi, tu l'as été aussi Ouais. dans je le l'ai fait CM. quand même. Donc, Tu l'as fait aussi. Mm. En fait, on sait comment ça marche, quoi. Du coup, on a ce recul-là. Et quand on parle avec un freelance, pour nous, s'il est mauvais, on le perçoit instantanément. C'est instantané, quoi. Ouais. Tu te dis, mais en fait, là, tu te fous de ma Et gueule. donc, je trouve qu'il y a un trou. Hein. Il y a vraiment Il y un a, trou. il y a les deux trous. Il y a les trous des Ouais. bons et il y a le trou des bons, pas chers, rapides, en fait, qui s'adaptent. Le nombre de Ouais. fois où on a demandé un service, mais tellement simple, c'est une vidéo qui dure 15 minutes, je veux jusqu'au début, tu me Ouais. mets en grand, après tu me mets en plus petit. Ou monter ce podcast-là. Ou monter ce podcast, d'ailleurs, c'est un appel, Ouais, si on a jamais toujours pas de vous voulez monteur, mais monter c'est ce parce qu'en fait, podcast. à chaque fois, on nous dit c'est des centaines d'euros. Oui, Je non, suis non. désolé, Il y a les pas, amis, ouais. mais enfin, c'est. Bah nous, on fait Là, ça dans en aucun l'occurrence, sens. celui-là, il y a un peu plus de boulot parce peu que plus pour multicam, celui-là. machin et tout, mais la base, chez nous, c'est un split screen, zéro travail, zéro montage. Tu Ouais. copies-colles, t'enlèves les cuts, c'est-à-dire deux. Et Ouais. tu regardes la Dans le vidéo, podcast. pardon. Hein. En accéléré, au pire, x2 Regarde la tout, mais vidéo en en général, accéléré. même en regardant, il n'y a jamais rien à faire de toute façon. Il n'y a parce rien à que faire. Ouais. On fait d'une Il n'y a traite. rien et à tout. faire. Et on nous arrive, on nous propose des sommes. C'est ça. Ouais, Et des 200 balles. et Il tout, manque ça en fait n'a aucun sens. de la petite main. Ouais, il manque de la petite main Il qualifiée. manque- Ouais. Et de la petite main qualifiée qui est quand même rémunérée très correctement. Bien En sûr. fait, si tu regardes ce Mais qu'ils c'est font, ça. combien Ouais. ils sont payés, Quand tout je ce qu'il y a dis toujours petite ce main, côté un peu. Ils se sont matrixés par les gens qui habitent aux mêmes endroits que nous et qui leur vendent des 5, 10 000, 15 000, 100 000 euros par mois et ils se disent je vais devenir monteur vidéo et je vais faire 100 K par mois. Non. À moins de monter une méga agence, tu gères plusieurs personnes, tu fais quelque chose, ça te prend 10 ans. C'est 5. qu'ils sont obligés, s'ils veulent augmenter leurs revenus, d'augmenter leurs tarifs. Sauf que malheureusement, la qualité de la prestation n'augmente pas. Exactement. Ils n'ont pas augmenté la qualité, ils ont Ouais. juste augmenté le tarif. Ouais. C'est plus cher et c'est moins bien. Enfin, si, ils mettent des trucs en place en mode un processus d'onboarding stylé et tout, Allez. tout le monde s'en fout. On s'en fout. Non, en vrai, on Je m'en s'en fous d'être fout. bien accueilli, je veux juste que ce que je demande soit bien En fait, fait. c'est que ça marche quand tu t'adresses à des gens qui sont pas du tout avertis à marketing, business en ligne, etc. Tu vas voir genre du pur retail et tu lui fais un processus d'onboarding. Il reçoit un petit truc, machin et tout. Il se dit, ah waouh. Mm. Nous, on fait ça tous les jours, en fait. C'est notre taf de le faire pour d'autres gens. Genre, on onboard Ouais. des gens, entre guillemets, dans nos formations. Faut que l'intro soit fluide, qu'il reçoive un petit mail, etc. On le fait déjà. T'as pas besoin de nous le faire. J'ai pas envie de payer 50 balles de plus juste parce que tu payes 200 euros par mois de Slack, tu vois. Genre, ça marche Ouais, pas comme ça. ouais. Ouais, Donc, ouais. faites des prestats en fait, en fonction de ce dont a besoin la personne. C'est comme ça que tu trouves du boulot, en fait. C'est quand c'est toi qui t'adaptes. Ouais. Et je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir. Ce problème Non. Ouais. Et je pense qu'on leur a mis dans la tête. J'ai des noms en tête que je ne vais pas dire dans ce podcast, mais il y a des gens qui font des formations. En fait, ils mettent dans la tête de tous ces jeunes-là qu'il faut que ce soit cher, premium, qualitatif, Directement à etc. étiquette, c'est ça le. Sauf qu'ils ne leur apprennent pas la compétence. Ils leur apprennent le packaging, Le business. prix, le business, mais ils ne leur apprennent ni la compétence, ni la relation client. Donc on a des gens qui vendent très bien une prestation merdique qu'ils gèrent mal. Hmm. C'est Ouais. terrible. C'est un peu ça, ouais. Et ça, pour le coup, la vraie bulle, pour moi, elle est là. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent de la bulle infoprenariale, etc. La vraie bulle, c'est la bulle des freelance moyens. bulle des freelances moyens pour infopreneurs. Voilà, ça. Non, pour tout, j'aurais dit la bulle des freelance moyens. Pour tout aussi. Voilà. Ouais. Les freelance moyens. Mais pour Moi, j'aurais entrepreneur, pas il y en a ramené ça à beaucoup, un hein. autre métier spécialement. mais- Avec Ouais. haut revenu, du coup. Genre, tu vas sur ComeUp, tu regardes, tu tapes Mini Maker, tu regardes la plupart des miniatures, y compris des gens qui ça se vend beaucoup, etc. Tu vois bien à chaque fois que c'est pas les meilleures miniatures que tu as vues de ta vie. Ça veut pas dire qu'elles sont forcément nulles, c'est juste que c'est pas les meilleures. Alors moi, je sais pas, je me dis, normalement, tu suis des tutos Photoshop, je suppose que ça s'apprend. Les plus belles miniatures que je vois, je suppose que je peux regarder X heures de tutoriel sûr. et apprendre à faire le même niveau de Je miniature. pense, ouais. Alors, il se passe quoi si je vais sur ComeUp et que je montre un portfolio
de miniatures du même niveau que celui que j'ai, c'est-à-dire vraiment le top 1%, un truc vraiment stylé et tout. J'arrive et je mets 35 €, c'est pas très cher. Mais juste pour vite voir que je suis capable de trouver des clients, etc., genre même plus que 35 €, peu importe. Oui, 40, cette qualité 45, de miniature. 50. Et c'est le début, après vous pouvez augmenter un peu, mais une fois que vous aurez pris vos clients en otage. Mais du coup, je sais pas, en fait, il se passe quoi si je mets juste un très beau portfolio sur comme... Moi, je pense qu'il se passe que je trouve des clients super vite. Oui, je pense. Et voilà quoi, donc Ça au rend de final, l'objet brillant. sur d'une Non, je rigole. fausse concurrence. Et donc, je lance un business de miniatures. Voilà, ça y est. Finalement, Copilos, Eh ben, c'était pas ouf. on l'a le titre de la vidéo. Ah oui, bien, on l'a. Alexis super. arrête les formations et Absolument, devient maker. absolument. Non, c'est un business de Louis fait référence aussi à, pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi testé il y a quelques mois en arrière une petite chaîne où j'ai posté 2 tutoriels. Je voulais faire une expérience. C'était labellisé, il y a 2 vidéos dessus. C'était vraiment labellisé expérience, j'avais prévenu les gens et tout. Mais je voulais voir si ça pouvait marcher de faire une petite chaîne de tutoriels IA. Et donc j'ai posté 2 vidéos rapidement pour voir ce qui se passait. Parce que ma théorie, c'est que peut-être qu'en 1 ou 2 vidéos seulement, ou 3 vidéos, ça pouvait très vite vraiment bien marcher et qu'il y avait une petite opportunité à saisir. Mais j'y allais avec une petite voix dans ma tête qui dit « Alexis, tu vas sans doute abandonner ». Et je me suis dit « C'est pas grave, sois en paix avec ça, fais une expérience ». Parce que c'est en faisant l'expérience que tu vois, tu vois. Genre la vidéo, j'aurais une vidéo qui aurait fait 50 000 vues, je peux t'assurer que je serais encore en train de faire des tutoriels IA, tu vois. Et au final, ça a marché juste normal, c'est-à-dire que ça se voyait que si je continuais, ça marchait. Mais moi, je voulais tester s'il y avait un signe blanc. L'inverse d'un signe noir, c'est-à-dire vraiment un événement positif, cartonne, exceptionnel ou un truc. J'ai vraiment voulu tester ça. C'est vraiment un peu comme pas de jouer au loto, mais tu vois, tenter ta chance, quoi. Et au final, j'ai fait ça, quoi. Donc, il y a un petit côté après, il y a eu une petite rhétorique entre nous sur est-ce que c'était un objet brillant ou une tentative comme ça avec une lame émoussée dans l'eau, de coups d'épée dans l'eau, de dire qu'est-ce qu'il essaie de faire exactement, tu vois. Mais j'étais assez au clair avec ce que je faisais. Je suis content d'avoir fait l'expérience et c'était évident que ça aurait marché si j'avais continué. Mais pourquoi j'en parle, c'est que moi, j'encourage vraiment les gens à faire ça, à faire des expériences, en fait. Si vous savez que vous êtes dans un processus d'A/B testing permanent et d'expérimentation, je trouve que ça peut être relativement sain de tester des petits trucs. Ça dépend, en fait, de la phase dans laquelle vous êtes. Ouais. Si vous êtes dans une pure phase de construction au début, sachez que si vous passez du coq à l'âne régulièrement, jamais rien ne va marcher. Rien. Ça, c'est évident. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de prendre 1 à 5% de ton temps et de tester des choses. Parce qu'en fait, il peut se passer des rencontres intéressantes, des expériences intéressantes, des conclusions intéressantes à tirer. Il y a tellement d'histoires comme ça dans la vie de gens où ils ont testé vite fait un truc et puis c'est passé Spotify. On sait jamais, c'est toujours intéressant. Je trouve que c'est plus un processus un peu expérimental. Mais par contre, il faut être hyper au clair sur ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça. Ça, c'est je vous le dis, quoi. C'est pas. Et il faut, si vous êtes vraiment au tout début, mettez un peu d'énergie dans les trucs quand même. Genre, un truc qui là ne te concerne pas, parce que toi t'es pas du tout au début. Je sais, t'as peur que ce soit mal interprété, que ce soit un mauvais conseil pour les mauvaises personnes. J'entends ton point du coup. Mais parce que du coup, je pense à un truc que je vis de plus en plus avec mes élèves, avec certains de tes élèves, et avec d'autres gens de manière générale, qui est un truc qui pour moi se règle extrêmement facilement en 3 phrases, si on se l'applique. C'est l'intensité, c'est-à-dire que... 3 phrases, c'est intensité. C'est qu'en fait, énormément de gens, et on a un formateur chez nous qui a fait la formation pub, qui a une excellente image pour ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression que cette image, tout le monde l'utilise un peu trop. Celle de la hache ? Ouais, celle de la hache. Lui, il explique que quand tu fais quelque chose, il vaut mieux passer 8 mois à émousser ta hache et éclater l'arbre en un coup. À affûter ta hache, tu veux dire ? Oui. Parce que l'émousser, c'est pas ouf. Ah oui, j'ai dit émousser. Ah ouais, non, il faut passer 8 mois à émousser. Je l'ai redit. Ah, 8 mois, pendant 8 mois, tu émousses ta hache, et après tu tapes pendant des heures et des heures sur l'arbre, et ça marche pas, je sais pas si tu te rends compte à quel point ta métaphore est incroyable quand tu la gardes comme ça, vraiment. Il vaut mieux passer 80% du temps à émousser ta hache et 20% du temps à essayer de couper. Fatiguez-vous, faut que ce soit dur, et à la fin vous essayez, ça marche pas. Si c'est pas dur, ça veut dire que ça marchera pas. C'est pénible. Non, on affûte sa hache de tout ce qu'on peut pendant 8 mois, et au moment où on coupe l'arbre, c'est net, c'est sec. L'arbre tombe tel un moine Shaolin qui maîtrise l'art du katana depuis des années et des années, et il coupe une seule fois la feuille. Et ben lui, il a cette métaphore-là pour la publicité Facebook. Pour la préparation. Le truc, c'est que j'ai l'impression que tout le monde pense que ça marche comme ça. Ah oui, c'est-à-dire que vraiment, on dirait un adage de sagesse, quoi, vraiment. 8 mois entiers, tu suis des formations, tu apprends, tu sais où tu vas, tu prépares l'entièreté de tout ce que tu fais. Ton site est fait au poil, tu passes des heures, tu as un panel d'offres extrêmement complet. Ils ont tous des offres de malades, ils ont 12 offres et tout, ça me fout en l'air. Ils ont plein d'offres, ils savent, ils vont faire un peu de CM, un peu de trucs. Et là, ils envoient. Ils tiennent 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je suis fatigué, ça marche pas. Moi, je pense que je vais retrouver un boulot. Non, vaut mieux tester un peu avant sans tout mettre d'un coup. Mais même
Mais même sans ça, si ça fait 8 mois que tu travailles ton truc, t'as pas le droit d'ouvrir ta gueule avant 3 ans. Tu cherches pendant 3 ans, non-stop. Et si tu as un problème de rentrée d'argent, etc., tu vas bosser à McDo 12 heures par semaine. Ils cherchent, donc ça tombe très bien. 12 heures par semaine, tu bosses à McDo. Le reste du temps, tu bosses sur ton truc 3 ans. Si dans 3 ans, ça n'a pas marché, je t'envoie 1000 balles. Et voilà ma garantie. Voilà ma garantie. Prenez ma formation. Les gens formation confondent, road to 3 ans. Mais on mélange tout. C'est le pouvoir nul des métaphores quand c'est mal utilisé, du coup. Je pense que c'est confondre peut-être le fait de bosser pendant 3 ans sur de la biotech et de lever 150 millions versus devenir freelance ou tout un tas d'autres petits business où finalement c'est vraiment la suprématie de la pratique. Totalement. C'est-à-dire que tu as juste besoin d'être le plus vite possible confronté au marché, de faire des trucs. Et c'est faire des trucs qui va te faire avancer. Mais ça, je trouve que c'est vraiment plus facile de s'en rendre compte une fois qu'on est passé par là à chaque fois. Au final, vous l'avez probablement déjà tous entendu, et vous le faites ou vous le faites pas, hein, ça dépend parmi vous. Mais c'est assez évident, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, c'est juste là pour le coup. Le plus vite tu fais, le plus vite tu lances des trucs, le plus vite tu testes des trucs, le plus vite tu passes des coups de fil, etc. Et le plus il se passe des choses. Parce qu'ensuite, tu crées cette base un peu en mémoire vive que tu as et tu crées ce terreau un peu inconscient d'avoir en fait une base, ce qu'on appelle de l'expérience, hein, ni plus ni moins, c'est l'expérience. Et l'expérience, des fois, on n'est pas toujours capable de dire exactement avec des mots, genre t'es pas toujours capable, quand tu es très bon dans ce que tu fais, de devenir formateur pour ce que tu fais. C'est deux choses différentes parce que tu l'as pas conscientisé. Et donc ça, c'est l'expérience, c'est les trucs que tu digères toi, qui sont dans ton cerveau, qui sont là et tout. Ces trucs-là, ça n'arrive pas, rien n'arrive tant que t'es pas passé à la pratique et que t'as pas passé tes coups de fil, etc. Et c'est là où vraiment tu parles vraiment avec tes tripes, quand tu parles de voilà, faut passer des coups de fil, etc. T'as besoin de passer absolument à ça, absolument, la pratique, la pratique. Non plus trop de temps à se préparer, parce que si tu passes trop de temps à préparer, en fait, au bout de... tu lances jamais ton truc. Oui et non. Ça, c'est vrai pour la majorité des gens. Mais si on prend notre exemple, pour conclure, moi, j'ai passé 6 ans à me dire qu'un jour, je lancerais une chaîne YouTube et que je vendrais des formations. Mais vraiment, quoi. Enfin, allez, 5, on va dire. Ouais, mais tu faisais autre chose à côté. Ouais, mais justement, je me préparais. J'achetais énormément de formations sur le sujet, alors que je ne faisais pas ça au quotidien. Je regardais des tas de vidéos, alors que je ne faisais pas ça au quotidien. Et au moment où j'ai commencé, je me suis pas dit... Je vais attendre 2 mois, sinon 2 mois ça marche pas, j'arrête. Je me suis dit, je vais attendre 2 ans. Mais littéralement, ça allait prendre du temps, 2 années complètes dans ma tête. Je me suis dit, si pendant 2 ans ça marche pas, je continue. Personne ne fait ça. Même les gens qui ont besoin de beaucoup se préparer, ce qui a été mon cas, parce que j'attendais vraiment le bon moment, etc. Ne faites pas ça, hein, c'est beaucoup trop long, 5 ans. Mais même si tu as vraiment besoin de beaucoup te préparer, genre 8 mois, au moment où tu te lances, t'arrêtes pas. Donc soit tu te lances très très vite et tu testes beaucoup, soit tu mets du temps à préparer et après tu t'arrêtes pas. Mais en fait, le principal problème pour moi, c'est d'arrêter, quoi. Genre ceux qui ont réussi, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés. Enfin, ça paraît bête à dire, mais si on prend ça littéralement, c'est vrai en fait. Si t'as réussi, c'est qu'à aucun moment tu t'es arrêté. Tu t'es pas dit, bon bah en fait ça va pas le faire, je vais faire autre chose, faire du tennis. C'est comme ça quand tu vas apprendre une langue, c'est comme ça quand tu commences à aller à la salle. Pour tout. Ça, si tu t'arrêtes au bout de 2 mois, t'as même pas le temps de voir les premiers résultats. C'est la différence entre échouer et abandonner. La majorité des gens, ils échouent pas. C'est très très beau ça pour terminer le podcast. La majorité des gens n'échouent pas, ils abandonnent. Absolument, c'est vraiment très très beau. C'est une magnifique conclusion. N'abandonnez jamais. Et si vous échouez, passez à autre chose. Absolument. Et c'est pas grave parce qu'on apprend et on revient plus fort. Alors, des fois, faut savoir abandonner aussi. Voilà, ce sera le mot nuancé de la fin quand même. C'est ça. Non, parce que il y a vraiment des cas dans la vie où il faut savoir abandonner, quoi. Donc, ce qui veut dire que littéralement, c'est juste à l'instinct, quoi. Allez-y, foncez, vous verrez bien ce qui se passe. Mais pensez bien quand même à attendre que ça échoue avant d'abandonner. Magnifique. Merci Alexis. Je suis pas sûr de cette phrase, mais je vais pas prendre le temps de réfléchir. Si, elle est très bien. Elle est très bien. Allez. Ok, merci, c'était un plaisir. Petit mot de la fin, évidemment, pensez à si jamais l'épisode vous a plu, à nous laisser des petites évaluations sur les plateformes de podcast, parce que ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast à plus de personnes. Tout à fait. Et là-dessus, je vous propose de se retrouver soit la semaine prochaine, soit plus tard pour un nouvel épisode. Absolument, et on abordera notamment ce qu'on devait aborder à la fin de l'épisode dernier, qui est le futur de ce qu'on va faire nous. On les a teasés. Tu te rappelles qu'on a teasé les gens et tout? Absolument, je me rappelle, c'était il y a environ 1 an et demi, donc oui, je me rappelle bien. Ça marche, on fait ça. Merci Victoria, du coup, pour ta présence. Merci Victoria. Merci à vous. Et merci à Louis. Merci Alexis. Merci. Ciao. Merci. Bye.